Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 428 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est les bilans 2025, la suite des bilans avec cette fois-ci Portland, les Trail Blazers surprenants avec Baptiste du NBA Dreamcast Show aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan, les bilans 2025, avec cette fois les Portland Trail Blazers, une équipe jeune qui a perdu beaucoup de matchs, mais qui était assez intéressante, mine de rien. Et donc, pour en parler, on reçoit quelqu'un qui il y a une véritable adoration pour Scoot Anderson. Il est toujours prêt à parler des Blazers. C'est Baptiste, comment ça va, Baptiste? Eh bien, salut Guillaume, salut tout le monde. Portland, alors pourquoi j'ai choisi Portland, je ne sais pas trop. mais en tout cas, je vais bien. C'est pas vrai en plus, hein, t'es pas hyper fan de Scoot Anderson, pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Je trouvais que c'était un bon prospect. Sans doute que ça montre aussi que j'avais des méconnaissances à l'époque sur le scouting. Mais bon, voilà, je trouvais que c'était un bon prospect. Portland, il y a des trucs cool qui se sont passés. Mais non, en tout cas, ça va. J'ai passé une bonne journée. J'ai pu voir même FD. Que je salue, je lui vole son équipe de Portland parce que normalement c'est un peu lui l'amoureux de Portland, donc il m'a passé le témoin, il m'a passé le relais aujourd'hui. Mais non, sinon très très content d'être là. Parce que t'étais fan un peu quand même de Scoot, hein, un peu comme tout le monde. C'était le numéro 2 de la QV derrière Wemby à l'époque, non? Tu l'avais aussi 2 ou t'étais plutôt amoureux d'Amen Thompson déjà, toi? Bah en fait, En fait, le truc qui était bizarre avec Amen Thompson, c'était la ligue où il jouait, en fait. Il jouait en overtime, Amazon, Prime, machin. Alors, c'était sur Amazon, donc j'avais pu voir tous ses matchs. C'était super. Mais t'as un côté où ce qu'il fait, tu sais pas... En fait, t'as du mal à juger l'opposition. Donc, t'as un peu du mal à dire qu'est-ce que ça vaut vraiment par rapport à un contexte NCAA, même si Scoot était en G-League et c'était aussi compliqué. Mais non, je pense que j'avais à peu près les deux ensemble dans le même tiers, mais qu'à la fin j'avais dû descendre un peu à Maine parce que le contexte n'était pas si ouf, quoi. D'ailleurs, j'y pense, mais toi, Chauncey Billups, non pas le coach mais le joueur, tu l'as pas vu jouer, non? Tu l'as pas vécu à l'époque À l'époque Détroit. Peut-être à la fin, non? Non, ouais, bof, hein. Pas trop, hein. Parce qu'à la fin, il fait Clippers, tu sais, avec Chris Paul. Ouais. D'ailleurs, il est meneur alors que Chris Paul est off-ball. Ça rendait fou Nico Steelbolin avec de l'écho des parquets, qu'on salue évidemment. Mais après, il revient aussi à Détroit, la fameuse année, tu sais, il fait une dernière pige à Détroit, qui est l'année où ça recrute Brandon Jennings, l'année aussi où Josh Smith arrive en poste 3 pour un super salaire. Franchement, le mec qui avait construit cette équipe, j'espère qu'il est plus en poste NBA. Ah tiens, si, c'est Joe Dumars qui est aux Pelicans. Ouais, mais il s'est calmé depuis. On salue Joe Dumars. Il va pas refaire des bêtises comme ça, tu vois. Il va pas genre envoyer un pick unprotected pour monter 10 places à la draft, tu vois. Ça, je pense qu'il le fera pas. Non, ça m'étonnerait. Ce serait absurde. Mais bon, bref, Baptiste du NBA Dreamcast Show, que vous connaissez bien entendu. Non, je suis content qu'on fasse ça avec toi parce que c'est vrai que l'équipe est intéressante, mais surtout, je sais pas si tu te souviens. Oui. Je crois que c'était quand on a lancé la quotidienne, c'était la numéro 2. Détroit. Et je m'étais dit, on va quand même montrer aux auditeurs qu'on ne parle pas que des grosses équipes et que des gros matchs, on parle de tout. Hein. C'était l'idée de la quotidienne et on avait parlé d'un Détroit Portland ensemble. Exactement. Et je me souviens, moi, avoir dit, j'ai une hot take, finalement, ils sont pas mal ces Blazers, hein, j'aime bien. Et tu vois, ça s'est confirmé sur le reste de la saison, quoi. Donc, tu vois, elle était bien cette émission, la quotidienne, quand même, hein, mine de rien. Ouais, c'était marrant, on pouvait parler de tout et de rien. Mais oui, je me souviens, c'était un peu le côté... il y a du spacing, en fait. Il commence à... C'est pas révolutionnaire, mais ça respire. Je crois que c'était le mot que tu avais beaucoup employé. Ça respire quand même un petit peu du côté de Portland. Et puis après il y a aussi le moteur défensif, mais tout ça on pourra en reparler. Faut qu'on arrive à la refaire, hein, cette quotidienne. Faut que j'arrive à la tenir, mine de rien, parce que c'était quand même cool, hein, je trouve. Ouais.
grand souvenir. Portland Détroit, on se disait, ouais, on va vraiment parler de ça. Et non, finalement, il y avait des choses à dire, tu vois. Donc, bon, bref, excuse-moi, je divague sur ces Blazers, mais non, qui ont donc été intéressants. On va en parler justement. Donc, les bilans 2025, le principe, vous le connaissez. On fait un bilan équipe par équipe sur ce mois d'août. Et donc, aujourd'hui, les Blazers, à travers notre format des 10 stats de la saison, donc 5 chacun, et des stats soit intéressantes en elles-mêmes, soit sinon, qui servent un peu de prétexte pour parler de tout et de rien, un peu en pêle-mêle, faire le bilan de plein de petits sujets collectifs, individuels, attaque, défense, qu'importe sur ces Blazers 2025. Le format, tu le connais bien, donc je peux te lancer directement. Quelle est ta première stat à nous présenter pour ces Portland Trail Blazers 2025 ? Alors, c'est la première qui m'est venue en tête. Je peux la présenter sous plein de formes. Plus 1,4 ou 7e. J'ai la même. Je pense que c'est... Est-ce que tu as vraiment plus 1,4 pile-pile ? J'ai plus 1,4 pile-pile. Bon, bah alors, qu'est-ce que c'est ? Moi, c'était plutôt 7e qui m'intéressait. Mais bon, c'est grosso modo la même chose. C'est en fait, à partir du 1er janvier 2025, les Blazers sont la 15e équipe au net rating, avec un net rating positif. Mais surtout, c'est la 6e défense égalité en fait de NBA sur cette période-là. Et c'est vraiment là-dessus un peu qu'il y a eu un peu la folie l'engouement autour des Blazers à ce moment-là, et qui a en fait été porté, si on regarde un peu les chiffres, par la défense en fait globalement. Oui. Comme tu dis, la folie, tout est relatif aussi, mais en fait, on sortait quand même d'années un peu, enfin pas très bonnes côté Blazers. Donc, on a eu un vent de compétences et de suite, ça a été très cool en fait. Hein. C'est plutôt ça. D'ailleurs, on peut aussi entamer ce bilan en disant que précisément la deuxième partie de saison de coaching de Chauncey Billups, ça a été, je trouve, assez cool hein, pour le coup. Alors qu'on avait des attentes et on va dire un bilan du début qui était pas folichon, mais aussi parce que peut-être que quand tu apprends pas le métier en tant qu'assistant, quand tu viens être coach, c'est compliqué. Il y avait aussi le fait que l'effectif avait pas beaucoup de talent pur. Mais tu vois, je trouve que finalement, il faisait quand même des choix pas mal en fin de saison. On l'a dit, le spacing, l'organisation du pick and roll, peut-être on en parlera. La défense aussi, comme tu dis. Donc ouais, déjà, souligner aussi cet aspect dès le début du coaching de Billups, je trouve. Et de l'autre côté, le plus 1,4 de net rating, grosso modo, c'est une bonne équipe. Hein. C'est-à-dire que le différentiel attaque-défense, c'est ça le net rating, différentiel attaque-défense, plus 1,4, en fait, t'es positif, quoi. Et t'es plus à moins 4, moins 5, moins 10 comme avant, où t'étais une équipe catastrophique. Et pour dire, ça ne vaut pas, parce que sur une demi-saison, ça ne vaut pas sur une saison entière. Mais c'est vrai que pour dire, les équipes autour de plus 1,4 sur l'entièreté de l'année, on est autour de... Il y a des Lakers qui sont par là, et Détroit d'ailleurs est par là aussi, plus 1,6. D'ailleurs, il y a Indiana qui a plus 2. À peine. Bon, ils ont fait un run de playoff, tant mieux, mais voilà, on est dans la compétence, quoi. Pas élite, pas chapeau 1, mais compétence. Après, je ne sais pas si tu as remarqué, est-ce que tu as noté des trucs sur la défense également depuis le mois de janvier ou pas ? Alors, c'était pas forcément depuis le mois de janvier, mais en fait, c'est que ce qui est intéressant, je trouve, et il y a deux composantes qui sont assez intéressantes si on regarde globalement cette équipe depuis 2 ans. Mais notamment c'est une équipe qui crée pas mal de turnover et de transition, et je crois qu'ils sont 5e sur la période, ils sont 6e sur toute l'année, et ça c'est quelque chose qui est appréciable. Après je pense que c'est sur plus la réussite et la localisation des tirs que tu veux aller, et qui explique aussi ce revirement de situation, quoi. Disons qu'il y a une partie un peu de Jedi Defense, hein, comme on dit. Donc la fameuse Jedi Defense de... finalement, on contrôle pas vraiment la réussite adverse à 3 points. Donc c'est un peu un terme sarcastique. Et voilà. C'est vrai que les Blazers, sur la période en question, 7e meilleure défense de NBA, ils n'encaissaient que 35% des paniers à 3 points adverses. Donc il y a un peu un côté aléatoire de leur côté sur cette période. Mais cela dit, il n'y a pas... Voilà, c'est en plus c'est démultiplié parce que par le fait que en termes de fréquence à 3 points aussi ils étaient 3e de NBA. Donc bref. Non mais au demeurant, au-delà de ce côté tout de même réussite à 3 points, ou manque de réussite plutôt à 3 points de l'adversaire, ils font quand même des bons trucs. Tu as parlé des turnovers, il y a aussi une excellentissime défense du panier qui rentre là-dedans, et là il y a beaucoup moins un côté aléatoire. Là c'est vraiment un peu plus de la compétence et quasiment que du crédit à donner aux Blazers sur l'aspect de 3e meilleure efficacité défensive de NBA au panier sur la période. Donc depuis le 1er janvier, 3e meilleure en efficacité au panier.
Les turnovers, t'en as parlé. Et pour dire à quel point ça fait un shift, c'est que on a une équipe qui est compétente depuis janvier, plus 1,4, donc c'est cool, par 100 possessions, différentiel par 100 possessions. Sinon, sur le reste de la saison régulière, on est à moins 3,2. Tu vois, donc on était vraiment sur 23e attaque, 17e défense. Donc en fait, on a vraiment eu un changement quasiment du tout au tout entre une équipe de tanking ou nulle à finalement une équipe qui a été une équipe compétente, qui a flirté même avec le play-in, si je dis pas de bêtises, à un moment donné on se dit pourquoi pas y aller et tout. Donc ouais, c'est quand même assez étonnant parce qu'en plus on l'a pas vu venir. Ouais, bah complètement. Il y a ce côté où moi ce que je trouve assez encourageant, on va dire quand même, c'est ce côté. Je pense qu'il y a un côté Jedi Defense, comme tu l'as dit, réussite à 3 points, etc. Mais c'est justement l'autre stat que tu as dit, c'est le contrôle du panier, en fait. Le contrôle du panier, le côté un peu combo entre contrôle du panier et création de transition, création de perte de balles, pour être précis. Les pertes de balles, c'est quelque chose qui est là depuis 2 ans. Et quand on regarde un peu... c'est vrai que finalement, c'est pas un joueur qui porte la défense sur la création de pertes de balles, mais c'est vraiment un truc assez collectif avec Deni Avdija, Toumani Camara, plein de joueurs comme ça qui sont assez actifs. Je trouve que ça se retranscrit bien. Alors il y a Matisse Thybulle quand il joue aussi, mais finalement il a joué 15 matchs. Et ouais, c'est le côté avec cette rotation intérieure où on sait pas trop ce que ça donne, ce que ça doit donner. Mais entre Donovan Clingan, donc on reparlera peut-être, Robert Williams qui a quasiment pas joué, et DeAndre Ayton, et surtout je trouve en fait les schémas collectifs qui étaient pas si mauvais finalement, et j'ai pas mal, tu vois, de séquences en tête. Alors même si c'est pas là où il excelle, mais et c'est pas un énorme volume, mais parfois c'est Deni Avdija qui vient, parfois c'est Toumani Camara, des petites choses comme ça où finalement c'est aussi des ailiers qui prennent de la place entre guillemets et qui peuvent avoir un mini dépassement de fonction même si c'est pas énorme, et finalement ça fait ces deux choses là sont quand même une bonne base, je trouve, pour construire une défense à minima bonne, même l'année prochaine, quoi. Sans être forcément élite, quoi. Jeremy Grant aussi, qui a pas mal joué cette saison et qui était assez cool là-dessus. Effectivement, on va voir un peu les on-off de qui participe le plus à cette création de turnover. C'est vrai qu'on retrouve Camara évidemment, Jabari Walker d'ailleurs, un two-way contract qui est parti chez les Sixers, mais que j'aime bien, moi, un petit joueur hipster d'ailleurs qui est pas mal du tout. Il y a le jeune Chris Murray aussi qui a pas non plus totalement fait sa place dans la rotation, mais voilà, les classiques, Avdija, Toumani, Jeremy, Clingan, etc. Et bon, il y a aussi le contre-coup, tu vois, des schémas agressifs. Le compromis, c'est on fait quand même pas mal de fautes. Mais ce qui est classique, tu peux pas tout avoir en défense. En NBA, tu peux pas être premier partout. Chaque schéma a ses avantages et ses inconvénients. Donc il y a ça aussi. La prise de risque amène aussi des fautes, et la prise de risque n'a pas été totalement punie parce que, comme dit, les adversaires n'ont pas forcément mis les 3 points. Ce qu'on peut argumenter, certains voudraient argumenter ou rationaliser, c'est aussi tu contestes bien les tirs, etc. Bon, il y a aussi une donnée assez importante d'aléatoire. Donc voilà. Mais c'est effectivement cette défense, c'est, tu vois, même si on ajuste un peu pour inflation ou plutôt pour aller réussite à 3 points adverse ou manque de réussite à 3 points adverse, je pense qu'elle n'aurait pas été 7e, elle aurait été quand même 10e, 12e, un très bon score qui aurait de toute façon largement dépassé un peu les attentes du début de saison et de l'an passé, quoi, pour le coup. Donc c'est quand même une vraie réussite malgré tout. Et d'ailleurs, je peux enchaîner avec ma première stat du jour. Moi, c'est un demi. C'est le jeu des possessions. Et en fait, ils font les choses qu'à moitié, les Blazers. Donc c'est assez marrant pour parler un peu collectif sur ce début de podcast et de bilan. Le jeu des possessions, c'est quoi ? C'est plutôt que chacun ait sentir chacun et que ça se joue à qui est le plus efficace, par sentir. C'est un peu l'idée d'aller chercher de soit retirer des possessions à l'adversaire, soit soi-même en avoir plus que l'adversaire. Grosso modo, jouer un peu sur les possessions, avoir plus de cartouches que l'adversaire. C'est un peu l'idée. Et donc ça passe par rebond ou perte de balle, évidemment. Soit les pertes de balle, les tiennes ou celles que tu provoques, les rebonds, que tu protèges le rebond offensif, ou alors tu attaques le rebond offensif. Et c'est vrai qu'ils font un peu les choses à moitié. Je dis ça parce que les rebonds offensifs,
Ils sont géniaux, ils sont deuxième de NBA. Par contre, ils sont 29e au niveau des turnovers, ouais, des pertes de balles. Donc ça, c'est pas top. Tu gagnes pas mal de ballons sur seconde chance, comme on dit, au rebond, mais tu les perds au turnover. Et finalement, de l'autre côté, en défense, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on l'a dit, élite en création de turnover adverse, mais par contre, au rebond, bah, tu te fais un peu avoir. Et donc c'est un peu dommage, hein. Bon, c'est le fun fact aussi sur ce côté, le jeu des possessions, mais à moitié pour le coup. Mais voilà, je voulais aussi en parler dans la continuité de ce qu'on disait, parce que chaque schéma a aussi un peu ses inconvénients. Bah, quand tu as des schémas qui sont très agressifs, très dynamiques, où les mecs prennent des risques et ce genre de choses, un peu type Nick Nurse à Toronto, ce genre d'équipe, bah, t'es pas bon au niveau des fautes parce que t'es pas en place, t'as des rotations qui doivent se faire en mouvement, donc c'est une prise de risque. Et puis le rebond aussi, le rebond t'es pas en place tout le temps, t'es pas bien en place pour les box-out, surveiller ton attaquant, etc. Donc c'est assez logique, et je sais pas ce que t'en penses, mais de l'autre côté il y a aussi un aspect très simple en fait c'est aussi une équipe jeune, et une équipe qui a beau avoir une base défensive très solide, on l'a dit, hein, top 10 depuis janvier, bon, ça restait quand même la 20e attaque depuis janvier, donc la différence se faisait pas du tout en attaque. Et plus globalement, on va dire que le talent défensif et la compétence est là, hein, Toumani Camara, Avdia, Jérémy Grant, etc., etc. En termes de porteur de balle, c'est pas encore génial. Même un mec, peut-être leur meilleur attaquant de la saison, qui a été Avdia, on va en parler, je pense. Mais même lui, il fait quand même il a un certain déchet, on va dire, dans sa prise de risque et dans prise de décision, etc. Donc, c'est pas choquant de voir des Blazers assez jeunes, en un sens, être 29e de NBA sur 30 au niveau des pertes de balles, quoi. Oui, et puis comme tu dis, tu peux aussi voir le verre à moitié plein et dire que c'est aussi, c'est un peu un truc que j'avais noté, mais c'est aussi la deuxième année consécutive où c'est une équipe qui domine au rebond offensif. Ouais. Et ça, tu peux dire que finalement, je sais pas s'il y a un truc qui est plus difficile à gommer que l'autre, mais tu peux dire que c'est quelque chose sur lequel ils sont élites depuis 2 ans. Et c'est aussi une qualité, là où le côté porteur de balle, manier le ballon, peut-être un peu plus les systèmes, ça peut un peu plus se gommer avec justement, bah, comme tu as dit, avec peut-être de l'expérience ou un peu plus de vécu commun ou des choses comme ça, quoi. J'ai envie de dire, là où le rebond, c'est plus des qualités, alors c'est des stratégies collectives aussi, mais c'est plus des qualités, j'ai envie de dire, un peu, bah, il te faut les joueurs capables d'appliquer ta stratégie, quoi. Après, le rebond offensif, on le sait, c'est parfois un peu un patch des équipes nulles, parce que voilà, c'est un peu le pansement sur la jambe de bois où on est nul en attaque sur demi-terrain, on n'a pas le talent, on attaque le rebond. Voilà, vous prenez le classement, enfin je sais pas, le Jazz est aussi comme ça. Les Rockets, tu sais, à l'époque de, exactement. Steven Silas, je crois que tu avais fait le bilan des Rockets avec moi, non, il y a 2 ans. Tous les ans. Il me semble, effectivement. Oui, c'est vrai, tous les ans. Mais non, voilà, il y a cet aspect-là. Cela dit, la discussion qui est intéressante, c'est à quel endroit tu perds ou tu gagnes le plus, tu vois? Est-ce que ça se compense en chiffres bruts? Qu'est-ce qui gagne, quoi? Tu vois, en termes de pourcentage, on nous dit bon, les rebonds offensifs ils prennent 32%, les turnovers à peine 16%. Donc t'es deuxième en rebond avec 32, mais en termes de pourcentage, t'es 29e avec 16. Donc tu pourrais dire, bon, en fait, ça compense largement le rebond, puisque t'es bon sur la catégorie qui est double. Mais en fait, non. En fait, non, parce qu'au niveau de. Pas comme ça que c'est calculé. Ça marche pas comme ça. Et au niveau des chiffres bruts, donc j'étais allé vérifier parce que ça m'intéressait justement avec cet équilibre un peu des choses ou pas. 16 turnovers par match pour les Blazers cette saison. Et en termes de rebond offensif concédé à l'adversaire, on est sur j'avais noté le chiffre, voilà, sur 12. Donc, on voit quand même que les pertes de balles sont un peu plus grandes, on va dire, que le gain au rebond offensif. Donc voilà, c'est juste pour préciser parce que c'est un peu intéressant, vas-y. Non, mais parce que c'était le rebond offensif, enfin le pourcentage, c'est seulement sur les tirs ratés en fait. Là où les turnovers, c'est sur l'ensemble des possessions. Donc finalement, bah c'est pour ça que le pourcentage au rebond offensif peut paraître plus élevé à première vue. Et c'est vrai que, bon, je voulais aussi enchaîner pour en parler un peu de l'attaque. Et c'est vrai qu'un des problèmes de l'attaque, pour moi, c'est bon, au-delà d'une équipe jeune qui a des porteurs de balles pas encore géniaux, il y a aussi un problème de spacing et ou de shotmaking, je pense. C'est-à-dire que c'est une des pires équipes de NBA en termes d'efficacité à 3 points. 34,7%. Est-ce que tu l'avais? Exactement. Ouais, je l'avais aussi. J'avais 26e de NBA. Donc ça met pas les tirs. Donc ça aide pas, tu vois, tout ce qui est Enfin, j'aime bien tactiquement, hein, et comme on dit, on en a parlé en janvier à l'époque, mais c'était espacé. Il y a des pick and roll dans de l'espace.
Le problème, c'est qu'en face, la défense, elle ne respecte pas les shooters. Donc, même si tu as 3 mecs à 3 points autour d'un pick and roll, les défenseurs vont se resserrer à l'intérieur. Donc, ça n'aide pas, quoi. Pour les pertes de balles, pour les tirs au panier ou autre, etc., etc. Donc, et oui, d'ailleurs, par contre, ce que j'aime bien, c'est la fréquence de pick and roll qui est très élevée. Voilà, dans ce côté plan de jeu qui est simple, mais qui était plutôt pas mal exécuté, je trouve. 4e meilleure fréquence de pick and roll, de tir pris ou de possession terminée par le porteur de balle sur pick and roll. Bon, le problème, c'est qu'ils sont pas efficaces, déjà. Et ce qui est marrant, c'est de voir que de l'autre côté, autant ils sont top 4 en fréquence du porteur de balle, autant ils sont 7e pire sur le rouleur, quoi, le poseur d'écran qui roule au panier ou qui roule au pick and pop. Donc on a un peu ce contraste entre les deux, quoi. On a des porteurs de balle qui prennent des tirs mais qui donnent pas forcément autant de ballons au niveau des porteurs de pick and roll. Et d'ailleurs, stat un peu bonus aussi que j'avais noté, 5,1 cuts par match, c'est 30e à égalité. Et donc ils sont pires de NBA au niveau des cuts. Donc grosso modo, les paniers un peu faciles, les cuts, c'est la catégorie des paniers faciles qui sont pas des drives où tu vas jusqu'au panier avec le ballon. C'est voilà, les cuts, c'est autour du panier. Et là encore, comment ne pas rattacher ça à ce côté spacing. On a parlé de l'efficacité à 3 points, mais même au niveau des, tu vois, catch and shoot plus précisément, c'est même le 3e pire de NBA. Or, on voit bien le contraste, et pourquoi c'est une mauvaise attaque pour l'instant, c'est que tu as une attaque qui fait beaucoup de pick and roll, mais pas dans un bon spacing. Donc, en général, c'est pas une recette qui fonctionne du feu de Dieu, quoi. Oui, bah c'est ça. Et c'était d'ailleurs ma deuxième stat de la saison un peu, mais c'était le 34,7, c'était l'efficacité sur les catch and shoot à 3 points de Portland, qui est 27e, moi j'ai noté, mais qui est très mauvaise et qui recoupe un peu avec les limites actuelles de l'équipe en place. Et ça m'a fait penser, j'y repense maintenant, mais c'est quand même quelque chose que je voulais dire, c'est une anecdote assez incroyable, je trouve. Chris Murray, qui est du coup le jumeau de Keegan Murray, on est d'accord jusque là. Son jumeau ou son frère, juste? Non, c'est peut-être un truc, mais c'est un truc que je m'étais noté pendant la draft, normalement. D'accord. Je crois que Chris Murray, c'est le jumeau de Keegan Murray. Et ce qui est fou, c'est que Chris Murray shoot de la main gauche, là où Keegan Murray shoot de la main droite. Et du coup, voilà, c'était le petit fun fact que je trouvais assez rigolo. Effectivement, ils sont nés tous les deux le 19 août 2000. Voilà. Donc, soit ils sont jumeaux, soit les parents ont été très rapides, mais non, ils sont jumeaux, je pense. Pour le coup. Ah ouais, tu vois, je ne savais pas. Mais ça m'a fait pareil avec les Champagny. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il n'y avait pas un grand frère, un petit frère, c'était des jumeaux aussi. Tu sais, Justin et Julian Champagny. C'est marrant. Mais alors, il était comment ça se fait? Ils n'ont pas fait le même parcours, non? Il y en a un qui a fait une fac. Ouais, je crois. Enfin, oui, Keegan Murray, il est drafté top 5. Et Chris Murray, il fait une année de plus. Justement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il fait une année de plus à Iowa. À Iowa, il me semble. Et donc, en fait, ils sont même pas de la même draft. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que ouais, c'est pour ça. Mais Keegan Murray était déjà un joueur en NCAA assez âgé, en fait, qui était drafté. Même les gens comprenaient pas pourquoi il était drafté si haut alors qu'il avait 22 ans, etc., quoi. Mais voilà. Voilà pour le fun fact. Je crois que le meilleur fun fact sur les jumeaux, c'était l'anecdote sur la draft 2011, où c'était, je crois que c'est Marcus Morris qui était attendu comme le meilleur prospect. Au final, c'est Markieff qui se fait drafter d'abord. Donc Marcus est un peu triste. Et là, tu as David Stern qui arrive au podium, évidemment. Et après Phoenix, c'est les Rockets qui piquent. Et oui, il annonce Marcus. Il fait le show, David Stern. C'était marrant. C'est marrant. Les deux back-to-back, les jumeaux. Non, j'allais dire, il y a une théorie comme quoi il y a eu un match où c'est le frère qui est venu, tu sais, qui a joué à sa place parce que l'autre était blessé, blablabla, non? Ah oui, je crois que c'est une théorie du complot, ouais, genre quand il y en a un qui était à Washington. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de celle-là. D'ailleurs, c'était peut-être un jumeau, Nico Harrison, celui de février. Je sais pas, peut-être. J'ose espérer. Donc je peux te lancer, quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces Blazers 2025? Alors, on a fait les catch and shoot, on a fait l'attaque, on a fait la défense un peu collective, et du coup, c'est quand même un peu
un peu déjà l'heure de parler aussi des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes sur lesquels il faut parler. Ouais. Et moi, ma stat, c'est... Alors, comment est-ce que je la tourne? C'est toujours ça la question avec les bilans, c'est comment est-ce que je tourne ma stat? C'est plus... En positif ou en négatif? Plus 11. Plus 11, parce que c'est par 100 possessions, le nombre de points que Scoot Anderson met en plus sur drive comparé à l'année dernière. Alors dit comme ça paraît super méga giga positif, on est d'accord. Le problème c'est qu'il part de 0,96 qui était tout bonnement dernier sur les gros drivers de NBA. Il était même derrière Caris LeVert en 2024. Et donc cette année, il est à 1,07 si j'ai bien fait mes calculs, ce qui est un peu meilleur, mais qui reste 41e. 41e sur les 50, parce que moi je prends les 50 plus gros, parce que c'est le plus simple sur NBA.com. 50 gros drivers, hein, plus de 10 par match, il y en a 50, et grosso modo l'an passé il était dernier, et là il est passé à 40e sur 50, à peu près. C'est ça, il est avec Josh Giddey, TJ McConnell, Jalen Green. Voilà, donc c'est pour noter la progression, on va dire, d'un certain point de vue, et d'un autre, c'est quand même pour dire qu'il partait de très 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 loin. Finalement, notre ami Scoot Anderson aussi, quoi. Mais pas que sur drive, hein, je veux dire au général. Parce que tu vois, il est encore cette année à 94 de true shooting plus. Donc on l'explique, true shooting, c'est l'efficacité, plus les stats en plus, c'est relatif à la moyenne. Donc grosso modo, il était 94 pour le 100, moins 6% relatif à la moyenne. C'est pas top, c'est inefficace. Mais comme tu dis, en fait, l'an passé, il était à moins 16%. Donc tu vois, même au niveau du true shooting plus, il a fait un bond aussi assez grand. Mais également parce qu'il partait de très très bas. Cela dit, c'est quand même encourageant, je trouve, une telle progression, sachant que, tu vois, je le répète souvent, mais les jeunes porteurs de balles sont pas efficaces. Cela dit, une fois que tu as dit ça, tout le monde ne part pas d'aussi bas. Je crois que c'était un peu le propos de l'an passé, c'est de dire, ok, beaucoup de monde sont inefficaces, les mecs peuvent commencer autour des 90, donc autour des moins 10%, on va dire, les jeunes porteurs de balles, et ça progresse, c'est même la classique, c'est l'inverse qui est un peu anormal. Par contre, tout le monde commence pas à moins 16%, quoi. Et on a un exemple très récent d'un mec drafté très très tôt aussi, qui a été très inefficace très tôt, Killian Hayes, malheureusement français, qu'on connaît tous, et qui a jamais réussi à redresser la barre, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'était pas acquis. Le fait que... en tout cas, pour moi, c'est une vraie évolution qui n'était pas donnée, quoi. Ça progresse, mais parfois, tu peux aussi rester un peu coincé, et tout le monde ne démarre pas d'aussi bas. Donc, le fait qu'il ait pu être l'an passé aussi bas, c'était pas rien non plus, quoi. Tu vois, au-delà du côté, les jeunes porteurs de balles sont inefficaces, bon, à ce point, peut-être pas, donc à surveiller. Et le bon est quand même très très qualitatif, hein. Comme tu dis, ça passe par le drive, notamment. Ça passe aussi par le jump shot, un peu, même si un peu moins que le drive. 36% à 3 points, c'est dans la moyenne. 40% sur les longs 2, c'est dans la moyenne. Cela dit, je pense qu'on est encore assez loin d'être satisfaisant. Mais disons qu'on est sorti, pour moi, de la zone Killian Hayes, malheureusement, qui était un peu la zone... heureusement pour lui. Heureusement pour Scoot. Heureusement pour lui, mais je veux dire, malheureusement que je mette cette dénomination pour la catégorie, je veux dire. Oui, oui. Mais non, mais heureusement pour lui. Mais effectivement, là, on est un peu plus dans la normale. Rappelons aussi qu'il se fait drafter très jeune. Donc en fait, il y a presque un aspect où ça pourrait être totalement son année rookie, là, aujourd'hui, à 21 ans, en fait. Il en a, c'est ça, hein, je crois qu'il a été drafté à 19, un truc comme ça. Ouais. Donc tu vois, si on oublie presque la saison passée, personne n'aurait été choqué qu'un one and done prend un an de plus en lycée et arrive en one and done à la draft à cet âge-là. Et une première saison à 94, on a une vision qui est totalement différente, tu vois, au final. Donc je caricature un peu, mais je trouve qu'il y a un peu de ça aussi. Mais je sais pas comment tu calibres un peu, toi, les progrès, ou plutôt là où il en est, plutôt cette saison. Tu vois, moi je trouve que le toucher de balle, je suis quand même pas hyper rassuré par rapport à son statut de très haut choix de draft et ce qu'on m'avait un peu vendu. Le passing, je veux bien. Le passing, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs très sympas, et c'était un peu ça l'argument phare. Par contre, moi là où je suis inquiet, c'est au niveau du drive, toujours, parce qu'il est assez petit, il est costaud, et on avait bien développé ça l'an passé.
il est pas fonctionnellement costaud. C'est un mec qui a un problème au niveau du contact sur drive, c'est-à-dire qu'il va un peu éviter le contact. S'il y a du contact sur le drive, il n'est pas capable d'avancer malgré le contact. Le dribble n'est pas fonctionnel dans ce genre de situation. Il va éviter le contact au panier, donc pas des tonnes de lancers francs, ou alors s'il y a un peu de contact, il peut, soit pendant le drive, hop, il est dévite de sa trajectoire, soit carrément il explose au niveau de la finition. C'est quand même mieux que l'an passé. Mais tu vois, c'est vrai que je sais pas, peut-être que j'ai des mauvaises attentes par rapport à ce qu'on m'avait vendu de oui, non, c'était Wemby et lui étaient un peu au coude à coude à une époque. Mais c'est vrai que le scoring, c'est mieux que l'an passé. Ok. Je suis pas encore totalement vendu, on va dire. Ouais, je pense que il y a deux choses qui, pour moi, sont un peu des limites vraiment un peu décevantes. Et la première, c'est le toucher et la fin en finition de drive. Mais moi, c'est un peu le côté plus aussi qui m'inquiète. C'est plus le côté handle, mais surtout, en fait, coordination et un peu proprioception, savoir bouger dans l'espace, en fait. En fait, je trouve que quand tu regardes un peu dans le détail, et je me souviens que je crois que c'était l'été dernier, j'avais fait un truc où j'avais regardé à peu près, en gros, tous les drives de Scoot Henderson et toutes les paires de balles. Et en fait, t'en as beaucoup qui viennent sur... évidemment, il y a parfois des passes qui sont pas ultra précises, ok, ça arrive. Ou alors, je pensais que c'était une sortie d'écran. En fait, le gars, il rejette l'écran, il est reparti de l'autre côté, j'ai envoyé le ballon en touche. Ok, ça, c'est pas grave. Enfin, ça se gomme. Mais le truc avec Scoot, c'est qu'il y a beaucoup de pertes de balles et de pertes de valeur avec lui sur jouer dans l'espace, enfin savoir bien se mouvoir dans l'espace. Et je trouve il y a un truc aussi qui était très flagrant sur son année rookie, c'était quand il y avait des aides qui venaient assez rapidement. Il avait une incapacité à éviter justement ces joueurs-là, et il y avait pas mal de fautes offensives, ou alors des fois où il tue complètement son dribble parce qu'il est surpris, il n'a pas la capacité pour le dépasser, le contourner, etc. Et du coup ça finit sur un tir, un flotteur souvent très très compliqué. Donc moi c'est plus vraiment sur ce côté où il a beaucoup de mal finalement à, je trouve, gérer vraiment l'espace, même si au final, je pense que ça, c'était un truc qui est assez intéressant aussi sur ses premières saisons. C'est pour ça que je crois qu'on en avait parlé, mais finalement, le jump shot, c'est pas tout à fait le même mouvement de finition que le drive. Donc, c'est pas tout à fait le même exercice, même si c'est relié en théorie au toucher de balle. Mais le jump shot, je suis un peu moins inquiet, et notamment parce que cette saison, si on regarde, je crois que c'est 35% à 3 points. Mais en fait, dès la saison dernière, il avait des bons pourcentages au lancer franc. Ça, il les a même relativement toujours eu, même en G-League. Et ce que je trouvais intéressant l'année dernière, c'est qu'il avait un peu l'anomalie, alors je vais parler que à mes fans d'Enix, mais l'anomalie Immanuel Quickley, c'est-à-dire qu'il shootait mieux en pull-up sur globalement les mêmes volumes qu'en catch and shoot. Ce qui, globalement, arrive jamais, mais enfin, ce qui est arrivé, je crois, un truc genre 2 ou 2 ans et demi de suite à Immanuel Quickley. Donc, c'est pour ça que ça Luka Doncic aussi est comme ça, beaucoup. Exactement, ouais. Et du coup, Scoot Henderson, finalement, c'était déjà un pas si mauvais shooter de pull-up l'an dernier. Et cette saison, il est toujours à 35% en pull-up, 34,5%. Il était à 34% l'an dernier. Et le catch and shoot est passé de 30 à 36%. Donc finalement, il y a des progrès, mais j'ai envie de te dire qu'il y a aussi encore des limites qui pour le coup me font un peu peur pour le voir vraiment devenir un peu un joueur qui justement est je sais pas moi un Ja Morant qui casse les défenses à répétition encore. Et c'est vraiment dommage parce que moi ce que j'ai toujours bien aimé, c'est ce côté long bras. Je crois qu'il a des mains qui sont absolument gigantesques pour sa taille, et le côté où parfois il y a vraiment des angles de passe qui sont très très cool sur du drive and kick ou sur des choses comme ça. Et c'est pour ça, je pense que c'est aussi pour ça qu'on en fait tant, parce que finalement, je pense que le reste de son jeu, on sait que ça va jamais être un shooter d'élite, mais je pense que ça peut être un shooter ok. Le passing, je pense qu'il peut être vraiment très très cool, sans être forcément, tu vois, Jokic ou Doncic évidemment, mais il peut être très très cool. Et finalement, le point de bascule, c'est vraiment sa capacité à punir sur drive, pas forcément que au panier, mais aussi sur le flotteur, sur la short mi-distance, sur des choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est si important pour moi de ce point de vue-là. Et il y a un autre chiffre qu'on n'a pas dit,
mais il est quand même encore à 17% de turnover percentage, quoi. C'est absolument énorme pour le coup. Bah, ça recoupe un peu, parce que tu parlais un peu de la proprioception, mais c'est exactement ça, parce que le côté éviter les stunts, éviter les aides off-ball, ça en fait partie, mais pareil au niveau de, tu vois, le footwork au panier, éviter un obstacle, éviter une aide au panier ou le protecteur de panier. Là aussi, c'est vrai que c'est imparfait. Après, tu vois, je me dis, bon, ce sera peut-être jamais un joueur, un scoreur de niveau à l'NBA, first team, etc. Cela dit, je me dis, il vient de fêter ses 21 ans. Je veux bien croire que il faut aussi se rendre compte du différentiel de vitesse de jeu entre la NBA et les niveaux inférieurs. Hein. Et c'est pas parce qu'il était en D-League, ou enfin il aurait pu être en Ignite ou même en NCAA. Je veux dire, la NCAA, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Donc il y a un vrai différentiel. Et vu qu'il est aussi jeune, je me dis, c'est un truc qui peut venir aussi avec l'âge, ce côté-là. Et de même pour le côté drive, où pour moi, comme dit, ça fait quand même 2 ans qu'il y a un vrai problème avec le contact. Tu vois, je sais pas à quel point c'est biomécanique et donc un peu inné, mais je me dis, tu peux aussi apprendre à jouer avec le contact. Et ça on en a des exemples de joueurs qui étaient un peu timides au début, pendant le drive ou la finition, et qui petit à petit sont améliorés. D'ailleurs, il y en a un qui est... Dans son équipe. Exactement, Lillard, c'était un peu ça l'histoire de Lillard en carrière. Alors, il démarre pas de si bas, mais là où c'est rassurant, c'est qu'il y a la charpente, en fait. Il y a la charpente, c'est pas comme si tu vois, tu prends Trey Burke, tout petit meneur de Michigan qui était arrivé à Utah. Lui, a priori, c'est quand même plus improbable que lui, il apprenne à jouer à travers le contact, finir, etc. Lui, il y a la charpente et les outils. Donc, je me dis, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour lâcher l'affaire, quoi. Je pense qu'il est même beaucoup trop tôt, et on peut espérer sans doute des progrès avec l'âge, avec être habitué à jouer à ce rythme-là, etc. Après, peut-être pas, comme dit, peut-être pas en 3 ans devenir en NBA, mais voilà, cet aspect-là pour moi est important. À la fois il est physique déjà, et à la fois il a les outils physiques, et à la fois il est jeune, quoi. Donc peut-être qu'il peut apprendre à utiliser les outils là où des joueurs ne peuvent pas faire pousser leur longueur de bras ou devenir grand, quoi. Ouais, c'est ça, parce que du coup, je suis allé voir, mais oui, c'était bien ça. Il a une envergure de 6'10", et c'était un peu pour moi là-dessus que. Noël, quoi. Ouais, voilà, où j'étais un peu chaud. C'est ça qui me plaisait vraiment, parce que je pense à sa draft, c'était assez facile à voir qu'il avait un manque surtout d'explosivité verticale assez rapidement. Ouais, c'est ça. Mais ça se voit en fait assez vite, et je pense que ça, comme dit, c'est un truc où ça pourra pas changer. Mais ce qui est intéressant, c'était cette envergure, quoi. C'était cette envergure où il est capable de trouver des angles assez dingues. Il y avait eu le match contre Wembanyama où il y avait eu un highlight où justement il va chercher un angle complètement derrière le défenseur avec son gogo gadget au bras, quoi. Ça peut être aussi un truc, je trouve, qui peut un peu le débloquer, je sais pas, mais sur lequel je suis un peu aussi peut-être pas sur ma faim, mais en tout cas c'est encore que des flashs, je trouve. C'est savoir utiliser un peu son envergure aussi, quoi. Je trouve que il y a des moments où tu te dis, ok, il utilise bien sa longueur, il passe sous le cercle pour se protéger, et il va chercher un angle, ok, il est pas contrable, trop bien, super. Sauf que ça arrive finalement assez peu, et il y a plein de fois où il joue comme quelqu'un qui a pas une envergure de 6'10", quoi, sur sa finition aussi, quoi. Oui, c'est un peu l'idée. Et puis même défensivement, cette année, il était pas non plus cata, du tout, comparé, tu vois, dans l'environnement compétitif de défense cette année. Bah franchement, j'ai pas été choqué par des séquences ou quoi que ce soit. Donc ouais. Ok, bien ma deuxième stat du jour, moi, ça va être 1. Je pense que tu devines ce que c'est ou pas. 1, le chiffre 1. C'est un classement. En parlant de drive. Exactement, en parlant de drive, c'est un classement, c'est le classement de Deni Avdija, meilleur driver de NBA en efficacité, en plutôt productivité, c'est-à-dire layup, efficacité layup, mais aussi les lancers francs, donc tout mis ensemble, à quel point tu produis des points sur tes drives, premier de NBA sur les plus gros volumes de NBA, donc plus de 10 par match, on a dit 51 à plus de 10 par match et à plus de 30 matchs NBA, je crois, cette saison à peu près. Et là où, bon, c'est notable déjà parce que c'est bien d'être premier de NBA. C'est pas comparable, mine de rien, avec des drives, on est d'accord, de SGA, de Doncic ou des drives de pure création. Voilà, ça reste qu'une saison en plus. Cela dit, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même un peu un élément de confirmation de son année 2024, où on avait déjà un peu décelé une progression qui était notable en 2024 à Washington. On ne comprend toujours pas pourquoi il y a eu ce trade, une équipe de jeunes qui abandonne le projet Avdija alors que c'était plus un projet, c'était à commencer à devenir un bon joueur, mais mettons ça de côté. Ils l'ont fait pour Brogdon et un pick qui, je crois, a été Bud Carrington. Mais bon, moi j'aurais quand même préféré garder Avdija.
Mais voilà, ça, je trouve ça, cette saison 2025 a montré que non, c'était pas une saison un peu comme ça en 24 qui était anomalie et puis ça va revenir à la normale ou à la moyenne. Non, on est sur une très belle saison, plus 5% d'efficacité relative à la moyenne, plus 5, c'est très bien sur un usage de 23, donc pas un gros volume, mais un bon volume quand même, hein, tout de même. On est à peu près sur une troisième option d'équipe, grosso modo, en termes de hiérarchie, à peu près 30 minutes par match également, donc on a dit meilleure efficacité de drive sur les matchs. Et d'ailleurs, on est aussi, il fait des passes 43% du temps sur ses drives, ce qui, encore une fois, parmi les gros drivers, est 15e de NBA. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal cet aspect de drive, pas que pour scorer, mais aussi du drive pour créer du jeu et pour ressortir, donc faire des passes à la fin des drives, ressortir, créer du jeu. Et c'est aussi, je trouve, une des valeurs de son profil. On avait parlé ensemble, hein, je crois, en début d'année, d'un côté connecteur chez lui qui était très intéressant. Et je trouve que là, on a même un peu plus un aspect de création en plus de driving kick. C'est pas un passeur de pick and roll, hein, c'est pas un passeur un peu porteur de balle traditionnel, mais il a un tel impact, une telle un peu explosivité, un peu sous-côté, je trouve, en termes de démarrage sur le plan horizontal. Plus, bon, le côté grand et puissant au panier, ça aide pour la finition. Mais il y a un tranchant, hein, il y a un tranchant, c'est tout droit. Il n'y a pas beaucoup de nuances, il n'y a pas beaucoup de changements de direction ou à la HDA, tu sais, où tu te pètes la cheville et tu fais tu fais des changements de direction dans tous les sens. Ça va tout droit, mais en fait, c'est quand même assez explosif, assez puissant pour que le tout droit crée du décalage et le tout droit crée des choses. Donc, scoring, passing également, beaucoup de passes en fin de drive. Il y a la question du compromis où en effet, il fait pas mal de turnover, donc c'est pas parfait. Et on va dire que pour un profil connecteur, c'est un peu moins grave, je trouve, tu vois, que si on avait le même déchet, le même pourcentage de déchets, mais sur un vrai initiateur d'attaque de type Harden ou Kate Cunningham, voilà, les mecs qui ont la main mise sur le jeu. Donc tu vois, je serais presque prêt même à non pas fermer les yeux, mais à dire que c'est quand même moins important, moins gravissime, ce côté pas mal de turnover. Et ouais, non, franchement, il y a quand même beaucoup de choses à aimer. Alors, je sais qu'on était tous les deux fans. On avait fait un podcast en début d'année pour dire sur qui est-ce qu'on parie pour les joueurs qui peuvent exploser en 2025. Je crois qu'on s'était pas planté. Ouais, bah complètement. Je pense que ce que j'adore avec lui, c'est le côté en fait. J'ai l'impression que chaque année il fait vraiment exploser le plafond, quoi. Et c'est assez dingue parce que on en a parlé un peu, mais tu vois, typiquement sur la provocation de faute, on a un gars qui passe de 5% à 18%, 19%, ce qui est une progression absolument énorme. Et je suis d'accord, j'aime bien le côté. Je me souviens de lui à Washington qui était pas mal utilisé dans, même si c'était pas souvent, finalement presque en hub aussi parfois. C'est-à-dire plus au périmètre, en passeur un peu statique, un peu connecteur dans Washington qui aime bien avoir pas mal de sorties d'écran un peu comme ça. Et finalement, on est un peu cette transposition de ça qu'on avait déjà vu, le drive qu'on avait déjà vu, les deux ensemble, et la progression, la provocation de faute qui continue à complètement exploser. Et finalement, bah, t'as un joueur qui est, je pense, aujourd'hui, si on doit faire le classement pardon, des joueurs les meilleurs joueurs de Portland, je pense que assez facilement, je sais pas ce que t'en penses, mais assez facilement je le prends en premier, quoi, vraiment. Et je suis d'accord, le passing, c'est un peu la même chose que bon, on en a déjà parlé ce matin, donc évidemment c'est récent, c'est frais dans ma tête, mais c'est un peu la même chose qu'avec l'efficacité. Vu qu'il a moins de volume, bah il y a un peu moins de valeur qui fuit qu'avec un autre joueur, quoi, qu'avec un joueur qui, comme tu l'as dit, avait énormément de valeur. Bah, c'est ça, et puis l'aspect de lancer franc, c'est ça aussi qui fait sa force au niveau des drives, en fait, hein, parce que c'est quand même des tirs tellement rentables, lancer franc, que quand tu es capable d'en provoquer tellement, bah, c'est hyper cool. Après, voilà, je pense je vais pas dire qu'on a un plafond, mais je pense pas qu'il faille imaginer et projeter beaucoup plus de potentiel en termes de rôle, on va dire, tu vois. Je pense qu'il peut encore être très fort et encore plus fort dans ce rôle-là. Je pense pas qu'il ait l'arsenal en termes de dribble notamment et en termes de passing pour vraiment, tu vois, on voit l'hyper vitaminé à 30% d'usage avec plein de ballons de pick and roll, etc. Je pense qu'il peut faire des pick and roll, mais un peu pour lui, quoi, pour le coup. Mais je pense pas qu'il puisse un jour rentrer dans ce rôle de créateur, un peu dépositaire du fond de jeu, en un sens. Mais c'est pas grave, quoi. C'est pas grave parce que t'as un joueur qui dans ce rôle-là peut être très cool. Et puis pareil défensivement, on l'a même pas dit, mais défensivement, il y a cette taille et ces très bonnes défenses on-ball, un peu moins off-ball. Il y a pas ce côté, tu vois, rayonnement un peu de certains ailiers en protection de panier, etc. Mais
il est très solide on ball, il peut switcher sur plein de profils au final. Playmaking défensif, il participe aussi à ça. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de choses à aimer. Et c'est vrai que sans doute que les fans de Portland qui nous écoutent ont le cœur dédié entièrement à Toumani Camara, sans doute, parce que l'histoire d'amour est quand même très belle, la belle surprise, etc. C'est vrai qu'en termes de valeur pure, je pense que Avdia est quand même assez nettement le meilleur joueur de la saison, quoi. On va parler des autres, hein, mais il y a pas mal de jeunes intéressants. Il y a même des jeunes très intéressants. Cela dit, en termes de valeur, pour moi, c'est déjà un joueur, tu vois, on parle de ça, mais un joueur largement calibre top 100, ce qui est cool, et je suis même pas sûr que l'an passé, pourtant on en avait, quoi. Ouais, c'est une progression assez... Enfin, une progression. C'est une pièce de ton projet qui est forcément... automatiquement ultra valuable. En plus, comme le contrat de Deni Avdia est dégressif en plus à travers les années, etc., etc. Et oui, ce que j'aime bien aussi, c'est comme tu as dit, c'est le côté défensif aussi, où finalement, je sais que même, tu vois, même sur la défense, bon, je pense qu'il y a quand même un petit écart avec Toumani Camara, mais je pense que l'écart est pas si grand que ce qu'on veut bien penser. Et je trouve que il a ce côté où il a vraiment ce côté que tu retrouvais déjà très tôt avec lui, mais un peu instinct pour le jeu, un peu sur des stunts ou sur des choses comme ça, sans être génialissime off-ball comme tu l'as dit, mais ce côté un peu wingstopper plus quoi, parce qu'il y a un petit peu d'aide depuis les stunts que Portland adore faire et fait très bien, et il y participe grandement, quoi, l'ami Deni. Et donc je peux te lancer, quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Portland Trail Blazers 2025? C'est 0,64. Ouais. 0,64. C'est le ratio assist par usage assez simplement de Donovan Clingan, qui est un peu plus, on va dire, un prétexte pour en parler qu'une vraie stat qu'il faut prendre au pied de la lettre et qui dit quelque chose d'assez dingue avec lui. Pourquoi j'ai pris ça? Au début, j'avais pris la protection de cercle, mais je me suis dit qu'on peut peut-être faire 2 en 1 avec lui. Et c'est vrai que faut peut-être commencer avec la protection de cercle, sans doute avec lui. Parce que c'est un rookie qui sort de UConn, champion NCAA avec UConn, etc., etc. Mais qui a été drafté très très haut, et il y avait un peu un débat, notamment sur le côté ouais, mais il a fait ça en NCAA, est-ce qu'il pourra le refaire en NBA? Moi, j'avais un peu changé d'avis avec lui parce que finalement, il est quand même élite et ça se voyait super tôt sur un truc qui est tellement important au basket, qui est la protection de cercle. Et du coup, sur la protection de cercle, c'est vrai qu'il est très très grand. Moi, je trouve qu'il a vraiment aussi ce côté fondamentaux qui est assez rare à son âge. Notre ami Donovan Clingan, et il est à moins 12,8% de perte d'efficacité au panier, ce qui est vraiment en fait déjà élite. Et maintenant la question c'est en fait, alors il y a la question du moteur évidemment, oh là là, il avait une blessure au pied, je crois, en NCAA, et du coup il avait beaucoup de mal déjà à UConn à enchaîner plus de 20 minutes par match. Cette saison, il joue 19 minutes par match aussi. Mais du coup, il y a un peu cette question de, ok, mais à part la protection de cercle, qu'est-ce qu'il apporte? Et il y a aussi, il y a même la question de, on pourrait même étendre, mais ouais, peut-être que c'est plutôt une question pour plus tard, mais en fait, à part du deep drop, est-ce qu'il peut vraiment faire d'autres choses? Parce que, pour le coup, il est vraiment pas mobile, et ça on le savait. Mais du coup, je suis allé sur la stat aussi du ratio assist par usage, parce que pour moi, c'est un peu ce qui fait sa valeur en attaque, avec le côté peut-être participer au rebond offensif aussi. Mais en fait, en regardant un peu du coup toutes ses assists cette saison, 77 assists de Donovan Clingan, en fait, on trouve assez vite, je trouve, un pattern en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'il réalise ses passes décisives. Je vais dire un chiffre au doigt mouillé, mais je dirais qu'il y a 75% de ces passes qui viennent en fait en tant que joueur de main à main / hub. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant d'en parler parce que
je trouve que pour son poste et son rôle, finalement, c'est un profil qui est assez rare d'avoir ça, enfin d'avoir cette combinaison de protection de cercle et bon passing. Et je trouve que son passing, alors ça dit aussi que sur le passing en mouvement, il est pas forcément bon encore, et je pense qu'il a des limites, mais je trouve que sur le passing assez statique, et finalement avec du coup son corps assez imposant, c'est un bon poseur d'écran, etc. Mais en fait, tu retrouves complètement ce qu'il a eu dans sa formation basket à UConn, qui est du coup une attaque où il y a des cuts de partout, des mouvements de partout, et en fait, lui, il était déjà assez utile là-bas, mais en fait, je trouve qu'à Portland, il ajoute quelque chose un peu, c'est ce côté potentiellement, ouais, joueur de main à main, et en fait joueur capable aussi de créer du spacing un peu comme ça, sans avoir le tir, sans forcément croire au tir, mais c'était pour souligner un peu voilà que il y avait peut-être à gratter sur le passing. Alors l'assist par usage il est pas énorme, je crois qu'il est assez même moyen pour sa taille, mais je trouve il y a un côté vraiment bien lire les cuts, faire les bonnes passes, etc., qui est vraiment assez cool avec lui, et qui est pour moi là où il pourra gratter un peu de valeur en plus de sa protection de panier. Bah alors tu parles de l'assist par usage qui est faible, donc en français il fait peu de passes par rapport au nombre de ballons qu'il touche. Je pense que c'est une question de rôle en fait, aussi à Portland, oui. Où bon déjà c'est un rookie, ça a été un rookie de 20 ans qui débarquait dans le grand bain, une équipe qui commençait à vouloir être compétente. On a développé à quel point ça tournait autour du pick and roll, justement, avec une équipe faite de plein de porteurs de balles. Donc on a fait beaucoup de pick and roll pour Simmons, pour Scoot Anderson, etc., et pour Deni Avdija aussi, bien entendu. Mais donc tu vois, ça me m'étonne pas que lui ait eu un rôle très sobre, et que peut-être, comme tu dis, on lui connaît des qualités intrinsèques mais qui n'ont pas été de facto utilisées. Donc là-dessus, je m'inquiète pas de ce point de vue-là. Cela dit, pour moi, c'est assez intéressant, voire même capital, le truc il sort de UConn. Mais vraiment, parce que UConn, bon, pour caricaturer, hein, c'est un peu les Warriors de la NCAA, si vous voulez, ou les Spurs 2014 de la NCAA, en caricaturant, c'est-à-dire beaucoup de schémas en mouvement, beaucoup de schémas, voilà, tactiquement, il faut être un peu au point, et il y a une espèce de, pour jouer là-dedans, comme pour jouer aux Warriors, il faut a priori quand même un peu de compréhension du jeu pour exécuter la motion offense, etc. Et je te jure que moi qui connais pas son passif, qu'il n'avait pas scouté, savoir qu'il a été à UConn, ça me rassure quand même beaucoup. Non mais vraiment, parce que je me dis, oui. La protection de panier en elle-même, c'est cool, mais il ne peut pas exister que par ça, quoi. Parce que tu vois, c'est pas comme s'il avait protection de panier, mais en étant aussi mobile pour du switch, etc. Et donc tu te dis, l'attaque est handicapante, mais défensivement, au moins c'est viable dans pas mal de schémas, etc. Là, c'est presque ma limite principale, ou en tout cas mon interrogation, c'est que défensivement il y a que la protection de panier, quoi. Donc en fait littéralement il faut que, enfin tu le vois, hein, tu vois les matchs, il y a un semi-remorque qui arrive sur le terrain, qui est obligé de le déposer sous le panier, et qui est le fameux semi-remorque de Hazard, hein, sur les tweets de Hazard, je crois que c'est celui-là, mais non mais évidemment je caricature, mais il y a un aspect très statique, quoi. Et tu vois d'ailleurs, je pense que moi processus pré-draft, j'avais entendu beaucoup de choses sur Zach Edey. Côté, non, ça peut pas se transposer, et pivot gros, et pas défensivement pas viable. Tu vois, je trouve que pour l'instant, sur son année rookie, Zach Edey, il a mis un vent en termes de mobilité à Klingan. Klingan, pour moi, c'est presque un des pires de NBA. Après, il est aussi élite à ce point au panier. Tu vois, moins 13, t'as dit, moins 12 et quelques, moins 13, 5e de NBA, même si c'est pas sur les gros volumes parce qu'il joue pas beaucoup. Mais c'est, il y a Porzingis, Gafford, Jaren Jackson, Wembanyama et Klingan. Voilà. Donc, on est vraiment sur cet aspect de bloc. Et ce qu'il n'a pas en mobilité, il ne l'a pas parce qu'il est assez costaud, même très costaud, très, très carré, donc ça l'aide en protection de panier. Mais voilà, tu vois, quand tu me dis au moins on pourra l'utiliser en passing, ou tu me dis il sort de UConn et donc il a un peu le cerveau pour suivre un peu en attaque, ça me rassure parce que je me dis, il y a peut-être un truc plutôt que le joueur ultra hyper supra gadget, quoi. Ouais. C'est ça, je trouve que au final, aujourd'hui, des joueurs qui font qu'une seule couverture défensivement, en gros, du drop, ça existe plus vraiment, tu vois. Enfin, c'est pas que ça existe plus vraiment, c'est que tu perds énormément de valeur si t'as ça. Et lui, c'est pas du drop, c'est du deep drop, quoi. C'est vraiment ça. Après, je sais pas, je pense que déjà, je pense qu'il passe le premier palier parce que pour vivre déjà un minimum en NBA en ne faisant que ça, faut être vraiment élite. Ouais. Et ça, pour le coup, il l'est. Ça, c'est quand même plutôt
plutôt rassurant. Mais juste sur la mobilité, moi, ce qui me faisait peur avec lui et ce qui faisait peur à beaucoup de monde, je pense, c'était... Oui, il y a la mobilité qui est un problème, mais là où Idy était un peu en avance par rapport à lui, je trouve aussi, c'est parce que Idy, c'est pas non plus ultra mobile, c'est surtout sur le côté, comment dire, le côté, moteur, où je trouve que, en fait, ça se voit assez vite que son rayonnement et son impact diminuent s'il reste trop longtemps sur un parquet, parce que déjà que de base il est pas mobile, après sur une équipe qui joue un peu vite, il peut pas faire les replis, il peut pas jouer la transition, t'as un impact qui diminue vachement. Après, je trouve qu'il y a un aspect moi que j'aime bien dans son passing, pour revenir un peu à son passing, c'est le côté, et encore une fois je trouve ça se voit beaucoup qui sort de UConn là-dessus, c'est le côté adaptation à ce qui se passe en fait concrètement sur le terrain, c'est-à-dire en fait si le système c'est une sortie d'écran pour Shaedon Sharpe, on va dire ça comme ça, et que la défense elle anticipe à 2 sur Shaedon Sharpe et que du coup ça laisse une passe à l'intérieur, mais qui à la base n'était pas pour le joueur qui glisse l'écran à l'intérieur, mais que la base de système c'était vraiment pour Shaedon Sharpe, lui il va être assez réactif, je trouve, justement là-dessus. Et je trouve que ce qui est cool aussi, c'est qu'il a des manières, ou en tout cas pas forcément des angles, mais plus des manières de passer qui sont vraiment adaptées à la situation. Par exemple, s'il y a un mismatch, il va vraiment savoir faire l'entry pass avec le bon angle, ou la passe assez juste sautée, ou des petites choses comme ça. Enfin, lui saute pas, mais la passe lobée, pardon. Et c'est des petites choses comme ça qui font que je trouve, en ayant fait cet exercice de regarder un peu toutes ces passes décisives, oui, ça reste que des passes statiques et pas de passes en mouvement, etc., etc. Mais en fait, t'as un joueur qui, là-dessus, est assez propre, je trouve. Enfin, assez, peut-être pas propre, mais en tout cas, assez varié, quoi. Et qui est vraiment, je trouve, fonctionnel là-dessus. Après, oui, il y a une question de plan de jeu aussi, de est-ce que tu as vraiment envie de l'utiliser comme ça à 100%, alors que tu as Scoot Henderson qui est potentiellement ton projet, qui est plutôt un joueur de pick and roll, etc., quoi. C'était... Après, tu vois, sur Zach Edey, faut aussi avoir conscience que Zach Edey est plus vieux. Donc il a passé plus de temps à la fac. Klingan a quoi, 20 ans, il se fait drafter à 20 ans ou 19, et voilà, c'est pas pareil que Edey, qui est un peu plus vieux. Et je pense que la différence majeure, c'est la condition physique. Tu parles de moteur, qui est la conséquence. La cause, moi je dirais que c'est que la condition physique, on voit que le mec est plus fit et plus mature un peu physiquement, Zach Edey. Et parce que de base, il était quand même assez pâteau, hein. Vous prenez il y a 2-3 ans à la fac, Zach Edey, c'est vraiment le mec qui bouge pas, quoi. C'est un peu Klingan. Là, je l'ai retrouvé en NBA quand même un peu plus mobile. Donc je me dis, Klingan est quand même un peu plus jeune. Et pareil, tu vois, on parle de Kessler aussi. Walker Kessler, au Jazz, il se fait drafter un peu plus tard. Et puis là, il a aussi passé 3 ans NBA. Et c'est aujourd'hui, cette année, qu'on commence un peu plus à louer non pas du Switch All, mais c'est quand même sa compétence un peu à survivre sur Switch beaucoup plus qu'avant, etc. Il faut avoir conscience aussi que quand tu fais 7 pieds de haut ou 7 pieds 2, comme Klingan ou comme Zach Edey, enfin, c'est pas rien, quoi. Vraiment, j'insiste, mais nous, ça nous paraît... oui, bon, ok, il est grand, mais il y a des conséquences énormes en termes de blessures et en termes de conditions physiques, etc. Voilà, donc il y a une maturation qui peut arriver plus tard, quoi, physiquement. Je trouve, donc, à garder en tête, c'est ce très très jeune âge qui est différent de Edey ou de Kessler, quoi. Et tu parles de blessures, mais comme dit, c'est un joueur qui a eu justement une grosse blessure aussi déjà pendant son cursus universitaire, à cette taille et avec ce poids aussi. Enfin, sans être méchant, mais c'est plus t'as de poids, plus t'en mets sur les appuis, quoi. J'ai envie de dire, sur les articulations, etc. Donc c'est un jeune joueur d'une grande taille qui en plus a déjà eu une blessure, quoi, finalement. Donc il y a de quoi être optimiste quand même, je pense, avec lui de ce point de vue-là, ou en tout cas ne pas l'enterrer tout de suite, quoi. Oui, de toute façon, la qualité, il a qu'une force pour l'instant, mais elle est tellement élite qu'on ne peut que être intrigué, je trouve. C'est ça. La protection de panier, quoi. Ouais. C'est un peu comme si t'avais un mec qui débarquait en NBA, je sais pas moi, et qui d'un coup te mettait, il te prenait 8 pull-ups par match, il les mettait à 40% à 3 points. Tu vois, tu te dis,
bon, il défend mal, le passing est pas top, mais ça nous intrigue un peu quand même, quoi. Tu vois, et je fais pas une analogie avec Curry, hein, mais bon, il y a quand même des trucs importants, et en plus, il le fait sur le domaine le plus important, la protection de panier. C'est pas comme s'il était genre défenseur du point d'attaque ou voilà. Donc, c'est quand même intéressant. Cela dit, viabilité défensive, mais ça peut passer par la condition physique, on l'a bien expliqué, peut-être plus mobile, etc. Viabilité offensive aussi. Moi, le passing, je veux bien. Il faudra voir, est-ce qu'on peut avoir des systèmes qui lui donnent la balle dans les mains pour un peu optimiser ça. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, par rapport à sa taille qui est immense, il est pas bon au panier du tout, quoi. Et surtout pour un mec qui est à ce point dans la finition, enfin qui est censé l'être en tout cas. Tu vois, alors c'est marrant, il est que à 64% de panier assisté. Au général, tu te dis, ah ouais, il est quand même créateur, hein, il est pas à 80, 85, etc. Bon, en fait, il y a aussi une question de rebond offensif assez énorme. Ouais. Donc en fait, voilà. C'est même. Ouais, exactement. Un peu comme Jalen Duren. Duren, il est aussi à tu regardes le pourcentage de panier assisté, tu dis, ah ouais, il est pas tant assisté que ça. Non, c'est juste qu'au niveau des rebonds offensifs, les rebonds offensifs, les claquettes sont pas assistés, hein, évidemment. Mais ça veut pas dire que ce sont des possessions de création pure. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, viabilité défensive est un point, la viabilité offensive de finition au panier, à quel point aussi est-ce que ça peut s'améliorer via la condition physique, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il joue avec je sais pas moi, tu sais, les chaussures de Rock Lee dans Naruto, quoi, ou en tout cas les poids de Rock Lee pour l'instant, et ça décolle pas, et donc là-dessus, ouais, à voir aussi, parce qu'évidemment j'ai pas dit, mais il y a pas non plus de jump shot, on l'a pas dit, il y a pas de jump shot pour l'instant, donc si défense du panier c'est très très bien, il faut quand même que toi-même avec cette taille tu puisses un peu scorer au panier de l'autre côté. Ouais, et même j'ai tenté au-delà de il n'y a pas de jump shot, je pense qu'il n'y a pas vraiment de toucher de balle en fait. Ouais. Il n'y a pas de toucher de balle, même tu vois sur des post-up ou des choses comme ça. Je trouve qu'il y a parfois des gros écarts, quoi, avec lui, donc ça peut faire un peu peur sur la viabilité offensive, mais il y a un truc qui m'intrigue beaucoup pour l'année prochaine, c'est que finalement il n'y a plus DeAndre Ayton. Non, mais il y a Donovan Clingan et il y a Hansen Young que moi j'ai pas du tout vu. Je tiens à le dire, j'ai pas du tout vu Hansen Young, donc c'est pas de oh là là il devait être drafté top 10 ou oh là là il aurait dû être drafté au second tour. J'en sais rien. Le seul truc que je sais, c'est que quand je regarde les highlights un peu, et en tout cas le profil que je lis à droite à gauche, c'est que c'est un super passeur stationnaire en hub aussi, quoi. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être un plan derrière tout ça, en fait, on va vraiment modéliser notre attaque derrière un passing d'intérieur avec un duo d'intérieur qui enfin les deux sont des bons passeurs, quoi. Je l'ai pas scouté. Cela dit, j'ai vu 3 possessions de Summer League Hansen, et en fait oui, je comprends. Je suis étonné qu'il soit pas drafté top 3, mais ceci est une autre histoire, on garde ça pour le bilan de l'année prochaine. Mais voilà, pour le cas Clingan, pour l'instant clivant mais déjà impactant. Tu vois, c'est pareil, on a dit c'est une équipe d'élite en termes d'efficacité au panier, il a le meilleur différentiel avec et sans de l'équipe, etc. Au-delà de la tactique, hein, du visuel, les stats aussi reflètent ça, donc bref, Clingan à suivre. Est-ce qu'il pourra résister au Jokic chinois, on verra ça. Qui sera All-Star d'ailleurs, hein. Qui sera All-Star, évidemment. Oui, évidemment, il va être All-Star, comme Yao Ming, etc. Et puis de toute façon, il va être MVP dans 2 ans, je pense. Voilà. Moi, je me base sur 3 actions de Summer League, et je suis pas ironique. Il est quand même assez énorme, hein, ce chinois, mais bref. Donc, c'est à moi. La 3e stat du jour pour les Blazers, ma 3e stat du jour, donc c'est 4,2. Les pull-ups à 3 points par match de Anfernee Simons, qui est parti, mais qui a joué cette saison. Donc, ça fait partie du bilan. Il faut qu'on en parle, et en plus c'est quand même un peu la fin du projet, un projet long terme de Anfernee Simons, qui est resté 6 ans, qui est encore jeune. Pour rappel, c'est un mec qui n'a pas fait la fac, qui a été drafté au lycée directement. Bon, c'est une histoire les Américains, ils sont bizarres sur les centimètres et sur les pieds, mais ils sont aussi bizarres sur les reclassifications au lycée. Bon bref, on s'en fiche. Il est drafté directement en sortie de lycée, et c'était un peu, voilà, c'était vraiment le pari jeunesse, quoi, à l'époque, en 2019, donc. Et tu vois, j'avais assez peu d'espoir sur un mec comme ça à l'époque, parce que voilà, les mecs de lycée, quand il n'y a pas au moins la première étape de décompression, le premier test de NCAA, c'est l'inconnu total. Et au final, le cycle a quand même bien duré, je trouve. Et bref, donc plus de 4 pull-ups à 3 points par match pour Simmons cette année, efficacité de 34,3 d'efficacité sur les pull-ups à 3 points. C'est pas mal, hein.
c'est pas mal du tout sur ce. C'est pas élite, hein, c'est pas non plus les meilleurs de NBA, mais franchement, c'est quand même bien. À noter que les pull-ups à 3 points, le degré de difficulté entraîne des standards et de probabilité et d'efficacité attendus plus bas que les 3 points en général, évidemment. Donc 34 sur les pull-ups à 3 points, c'est pas 34 au général ou en catch and shoot. Donc voilà, c'est pas mal du tout, et c'est vrai que ça reste un peu la force de son profil pour moi. Le shoot, on l'a bien vu cette année. En plus, au niveau catch and shoot, on est aussi un peu plus moyen cette fois. 38% sur les catch and shoot. Là, pour le coup, c'est peut-être au niveau de la moyenne, alors qu'on s'attendrait à beaucoup plus, vu que le shoot est un peu la force de son profil. C'est que dans le 50e centile cette saison, catch and shoot, on s'attend à beaucoup mieux. Il a déjà posté des saisons bien meilleures. D'ailleurs, avec Lillard, à l'époque, à côté, où quand il est très jeune, il fait des saisons à 41, 42% à 3 points, je crois, des trucs comme ça. Donc bref, ça, c'est le côté shoot, on connaît. Pour moi, ça a été un peu la déception du drive cette année, même si contexte, spacing autour qui était pas top, tout ce qu'on a un peu développé en début de podcast et de bilan. Mais c'est vrai que concrètement, il a joué plein de pick and roll, il les a pas tous bien utilisés et la productivité de drive a baissé. C'était la bonne surprise de l'an passé. 1,14 points par possession l'an passé, c'était dans la moyenne, mais ce qui était bien par rapport à avant, où on l'attendait beaucoup plus bas, et il était beaucoup plus bas au début, parce qu'un peu petit, pas des longs bras, pas d'explosivité, etc. Donc il était plutôt pas top en drive. Il avait bien augmenté l'an passé, et là c'est redescendu un peu à 1,06. Bon, le chiffre brut, on s'en fiche, mais voilà, c'est quand même moins que 1,14 de l'an passé. Et sur des drivers réguliers, donc plus de 8 par match, il y avait 79 joueurs à plus de 8 par match et un certain minutage. Il est grosso modo 69e sur 79, 18e centile si vous préférez cette forme-là, donc à peine mieux que 18% de tous les autres drivers réguliers de NBA, donc pas efficace. Et au final, c'est un mec qui a 25 ans, même un peu plus je crois, où il a fêté ses 25 ans, qui est un shooter à mon avis d'élite ou de très bon niveau. Le drive et le côté porteur de balle s'est développé, et il est pas mal du tout. Mais je sais pas, je sais pas ce que tu penses de sa saison, ou peut-être qu'à ce stade de son évolution où il est entre guillemets un peu plus vieux, a priori la dynamique de progression va pas reprendre d'un coup et re-exploser. Donc peut-être peut-être qu'il est déjà ce qu'il sera à terme, quoi. En fait, tu vois, au bout d'un moment, tu es qui tu es en un sens. Ouais, je pense que il y a un aspect où finalement, si tu regardes où se situe l'anomalie, elle se situe peut-être plutôt l'année dernière sur le drive, quoi. Typiquement, si tu regardes juste le drive, elle se situe peut-être plutôt l'année dernière. Après, je pense qu'aussi si tu regardes juste, sur le shoot, je pense que c'est aussi peut-être un meilleur shooter justement sur les catch and shoot. C'était un vrai shooter. C'est un joueur qui a un historique de shooter d'élite depuis belle lurette, j'ai envie de dire. Donc peut-être que ça se situe entre les deux. Après, je sais que, je pense que je suis un peu moins chaud que toi sur son côté création offensive en fait. Vraiment création de décalage. Je pense que c'est vraiment un joueur qui a un toucher de balle assez exceptionnel, mais il n'y a pas ce côté justement peut-être cérébral, peut-être puissance ou footwork pour aller jusqu'au panier ou des choses comme ça. C'est clair. En tout cas, je trouve que même l'année dernière où c'était une progression, j'avais l'impression, j'étais plutôt en mode wow, heureusement qu'il y a les chiffres parce que je l'aurais jamais deviné sur le simple aspect visuel, quoi. Disons que, alors tu vas me dire c'est un peu facile, comparaison de même franchise, mais pour moi il y a quand même un petit potentiel à terme de McCollum, tu vois, et McCollum est un joueur qui est quand même assez imparfait, qui avait pas de drive, pas trop à l'époque dans son prime, je dis pas aujourd'hui, hein, même dans son prime qui avait pas trop de drive, le passing qui était assez basique mais c'était pas la folie. Je pensais qu'il y avait quand même un peu ça, quoi, pour le coup, tu vois, donc je ne projetais pas, et je ne projette toujours pas un potentiel de plus que ça, mais j'aime bien le profil parce qu'il y a un côté on et off ball. Le on ball, c'est plutôt quand les titulaires sont pas là, tu peux un peu créer. On l'a vu d'ailleurs cette saison, le scoring n'était pas trop là, pas autant qu'on aurait voulu, mais j'ai quand même bien aimé la gestion du pick and roll. Je trouve que ça fait quand même 2-3 ans que le passing est un peu mieux qu'en tout début de carrière. On était vraiment poulet sans tête, hein, et vraiment vision tunnel plutôt, côté vision tunnel, et je score que pour moi et pas tant poulet sans tête, mais je score pour moi et je cherche même pas à regarder. Là, le jeu de pick and roll depuis 2 ans le force un peu, je trouve, à regarder un peu plus, à lever la tête, à faire des basiques. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est un aspect on et off ball. On ball sympathique, pas génial mais sympathique, et off ball, bon, il y aura pas Tatum l'an prochain, mais tu vois, c'est un mec j'imagine assez bien passer 10-15 minutes par match
en compagnie des titulaires, faire du bien avec un shooting d'élite, et même, comme tu dis, hein, pourquoi pas retrouver un registre un peu plus sobre, au final, dans des bonnes équipes. Là, il a eu plein de ballons parce que c'était les Blazers, et finalement, dans des bonnes équipes, il peut plus servir un rôle sobre de catch and shoot, d'élite, et ainsi de suite. Mais j'avoue que voilà, je trouve pas le profil inintéressant. Et je dis n'importe quoi, mais tu vois, si on compare un mec comme Bogdanovic, je trouve pas qu'il y ait 14 000 kilomètres d'écart, quoi. Alors que je pense que la vision est un peu différente, et voilà, c'est aussi mon propos, c'est de dire le joueur n'est pas parfait. Le joueur aujourd'hui, dans l'année 25 et désormais 26 ans, il vient de les fêter. Voilà, on a compris. Mais je trouve qu'il a un peu une cote de désamour parce que c'était Portland, quoi, et que Portland ne gagne pas depuis 5-6 ans, quoi. Mais voilà. Oui, ouais, je pense que je suis d'accord, et je trouve en plus, alors c'est pas l'équipe avec le meilleur playbook, etc. Enfin, le meilleur, le plus varié, Boston. Il n'y a pas de meilleur ou moins bon, c'est pas ça le sujet. Mais c'était une équipe qui finalement avait quand même 2-3 sets pour des shooters avec Sam Hauser, avec des sorties d'écran, etc., etc. Et finalement, ça peut pas si mal s'incorporer là-dedans. Et comme tu l'as dit, bon, ouais, malheureusement, il y aura pas Tatum. Donc peut-être que c'est un joueur qui, l'objectif, c'est de lui donner le maximum de valeur et donc de lui donner le plus de responsabilités possible. Et peut-être qu'on aura encore cette version-là. Mais je pense que tu vois, c'est typiquement, ça fait quoi, 4-5 ans que, non, allez, j'abuse, 2-3 ans que tout le monde s'accorde à dire ouais, mais ce serait trop bien qu'il aille à Orlando. Bon, finalement, Orlando après a pris sa version 2.0, sa version NBA quasiment, on peut le dire. Ouais, c'est ça. Mais je pense que pour le coup, ça avait beaucoup de sens parce que ça aurait été un rôle vraiment vraiment très cool. Et tu vois, même dans un truc de potentiel poseur d'écran qu'on a finalement quasiment jamais vu à Portland, ou des petites choses comme ça peut être vraiment un joueur qui est assez létal parce que le niveau de shoot est vraiment vraiment très haut, quoi. Oui, je suis d'accord, et j'essaie quand même de revérifier. Ouais, c'est ça, plus de 7 possessions par match en pick and roll ball handler, des possessions terminées en tant que ball handler du pick and roll. Et on est sur sur un très gros volume, et efficacité pas mal, hein. En plus, efficacité pas mal du tout. Mais effectivement, peut-être que son vrai rôle dans une bonne équipe, c'est un peu moindre que ce qu'on a eu là, où dans les faits, il y avait personne de meilleur, donc il a eu un peu de responsabilité. Mais voilà, fin du cycle à Fernie Simmons côté Portland. C'est pas parfait, c'est peut-être même pas très bien, mais je trouve que c'est peut-être un peu meilleur que sa réputation de scoreur dans le vide à Portland. Parce que pour le coup, il est quand même pas tant que ça dans le vide, quoi. Tu vois, des croqueurs, on les connaît, des joueurs inefficaces, on les connaît. Je vais essayer d'aller vérifier, mais le simple fait d'avoir un tel shoot à 3 points et une telle efficacité fait que, au général, tu n'es pas inefficace. J'y suis. Voilà. Tu vois, cette année, il a 97 et c'est pas une bonne année au niveau du shoot. donc voilà, je pense que ça peut être assez cool, mais bref. Tu peux te lancer, quelle est ta 4e stat du jour à nous présenter pour ces Blazers 2025? C'est 70%. Ouais. C'est 70%. C'est l'efficacité au panier de Shaedon Sharpe. Ouais. Et 71 en fait, même, je peux te dire. 71. Et en fait, il y a un truc, au début, je me suis dit, oh là là, Portland, va falloir parler de Shaedon Sharpe. C'est un peu un joueur où je sais pas trop quoi en faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de Shaedon Sharpe? Tu regardes les premières stats, tu te dis, wow, 96 de true shooting plus, toujours inefficace, toujours pas trop de passing. Qui est-il réellement? Et en fait, en cherchant, tu vois que c'est un joueur qui est à 71% au cercle et qui, sur les drives, est en fait super méga efficace cette saison. Ouais. Et c'est un peu la nouveauté cette saison. Il est à 1,21 points par tir en drive. Et si je ne dis pas de bêtises, même sur les lay-ups en fin de drive, il est à 52%. Là où en fait, d'habitude, c'était vraiment un joueur très très inefficace. Et juste pour dire, hein, c'est 75e centile parmi les gros drivers. En tout cas, les drivers réguliers. Pas plus de 10 par match, mais plus de 8 par match. 75e centile d'efficacité, lay-up et lancer franc. Et comme tu dis, ça colle pas à ce côté, le jeune empty calories, quoi, scoring inefficace. Non, en fait, il a un très bon drive pour l'instant. Enfin, cette saison.
cette saison, c'est ça, il a un super drive, vraiment, vraiment très très efficace. Et en fait, même sur de la finition au panier, il est super efficace. Et ça, c'est vraiment nouveau. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que comparé aux autres années, bon, l'année 1, il y avait encore Damian Lillard et on le voyait plus, voilà, dans le dunker spot. Et je crois qu'il fait genre 6-7 matchs à la fin de saison qui sont vraiment intéressants parce que Portland se met à tanker, etc., etc. L'année dernière, c'est un peu un entre-deux, et cette année, il a vraiment explosé aussi, enfin, entre guillemets, le volume de drive, je crois, il est à 9 par match, et 53% sur les lay-ups, 1,21 points par tir, c'est vraiment pas mal. Et finalement, en fait, tu te rends compte aussi que, alors, son niveau de shoot est peut-être plus bas que ce qu'on pensait, mais c'est aussi l'année où il a le moins bien shooté depuis qu'il est en NBA. Il a shooté à 31%, là où il a shooté 36% en première année et 33% en deuxième année. Et finalement, du coup, tu viens à te demander, mais comment un joueur qui est un super driver, qui a un bon toucher de balle, etc., fait pour être inefficace, quoi. Fait pour être inefficace. Et finalement, c'est peut-être un score inefficace un peu caché, parce que c'est un joueur qui a aussi forcément pris pas mal de pull-up et de choses comme ça. Il est à 3,3 pull-up pour 3,2 catch and shoot. Donc finalement, t'as un joueur qui est à 50-50 alors que t'aimerais peut-être plutôt un peu plus un régime de catch and shoot. Mais du coup, c'est peut-être pour dire que le passing me laisse un peu indifférent, on va dire. Je ne devrais peut-être pas. Le drive, j'avais des questions et visiblement ça se passe mieux qu'attendu. Il y a une vraie progression là-dessus. Et le shoot, je suis allé regarder, mais du coup, saison rookie, juste les catch and shoot, 45,5% sa saison rookie. Ouais, alors attends, c'est quoi l'échantillon? C'est quoi les échantillons là? Va pas nous piéger. C'est quoi? C'est 20 tirs, 50 tirs? Alors, sa saison rookie, c'est 2 par match sur 80 matchs. Ok, donc ça donc fait ça va, ouais. 150 tirs. Sa saison sophomore, c'est un peu la grande arnaque, ça je te l'accorde. Voilà, merci. C'est 39,5%, 2,2 tirs et 32 matchs, donc en gros c'est 60 tirs. Mais ça reste quand même, du coup, sur ces 2 premières saisons, on a en gros 200 tirs à plus de 40% au catch and shoot. Et là, cette année, 31%. 31%, donc où se situe le vrai niveau de shooting de Shaedon Sharpe? Je ne sais pas, mais j'avoue que cette stat de vraiment juste finition au panier m'intrigue un petit peu, quoi. Je dois bien l'avouer. Est-ce que, vu qu'on parlait un peu des jumeaux tout à l'heure, c'est rien à voir avec Deron Sharpe de Brooklyn, on est d'accord? Pas que je sache. Pas que je sache. Non, alors c'est pas des jumeaux cette fois. Ouais, effectivement. Non, mais je suis d'accord, j'avais aussi noté ce drive. Mais après, pour moi, Shaedon Sharpe est aussi l'exemple de pourquoi est-ce que tu draftes du talent pur très jeune, voilà, pour le résumer. Parce qu'il y a cette image, alors certains fans qui l'aiment beaucoup depuis le début, parce que tu sais, highlight impressionnant, etc. L'autre camp en face qui est en mode, ok, c'est joli, mais est-ce qu'il y a du fond derrière, quoi? Est-ce qu'il y a des trucs solides? Est-ce qu'il y a de l'efficacité? Est-ce qu'il y a des... C'est bien de faire des dunks et ça te permet d'être très haut classé dans les classements de lycéens d'ESPN, mais après, ça se transpose pas facilement, quoi. Et en fait, c'est quand même, on le rappelle à chaque fois, je le rappelle à chaque fois, mais il y a ce côté cocktail parfait et cocktail génial chez des jeunes et en scouting, explosivité et toucher de balle. Et même plus que ça, explosivité et jump shot. Et ça me fait un peu penser à un autre cas qui était comme ça, sur lequel je ne croyais pas trop, pas du tout, qui était aussi un peu tête brûlée à l'époque, Zach LaVine. Zach LaVine, draft 2014, qui en plus, lui, était en mode non, mais moi je veux être meneur de jeu. Et donc là, tout le monde, en tout cas, nous, on paniquait un peu, hein, tu vois, genre, bah non, mais en fait, t'es pas meilleur du tout, t'es prise de décision horrible, t'es pas un passeur, donc en fait, tu vas te planter, quoi, si tu fais ça. Donc on n'y croyait pas trop. Mais voilà, Zach LaVine, explosivité, jump shot et touché. Et on voit que, ok, ça fait pas un NBA First Team, et ça fait quand même un sacré bon joueur NBA. Et non, et je pense que Zach LaVine, si finalement il fait enfin, je pense que c'est un des joueurs les plus sous-estimés de NBA parce qu'il a eu que des contextes et des équipes qui gagnent pas. Mais en réalité, les stats d'efficacité de Zach LaVine, c'est un des meilleurs scores de NBA, vraiment, quoi. Tu veux dire que ma comparaison aurait pu avoir plus d'effet si on avait eu une décennie plus clémente collectivement pour Zach LaVine? Je suis d'accord. Ouais, bah, tu vois, je pense que, enfin,
s'il est dans des équipes qui gagnent, entre guillemets, un peu plus, tu vois, je suis pas sûr qu'il fait pas une All-NBA, par exemple, tu vois. Ah oui, ou All-Star occasionnel, ou ce genre de choses. Ouais, je suis c'est d'accord. ça. Ouais. Non, mais voilà, pardon, pour revenir à Shaedon Sharpe, il y a ce truc de explosivité, c'est ce que tu recherches partout, mais quand en plus c'est couplé à du jump shot / toucher de balle, c'est cool. Alors tous les joueurs qui ont ce cocktail-là ne réussissent pas, évidemment, et puis ça ne suffit pas pour être star, hein. Il manque, comme tu dis, l'aspect peut-être cérébral, de passing, pour les dernières marches un peu de starification, de gros volume, de création pure, etc. Un peu d'ailleurs ce qu'on en parle avec Scoot Henderson, le côté adaptabilité. Voilà, ça, donc le cerveau, ça compte évidemment. Mais c'est bien de drafter un mec qui a ses outils élites très jeune, parce qu'on voit qu'on peut développer des trucs cool, quoi. Tout le monde ne réussit pas, mais quand ça réussit, ça peut être sympa assez rapidement, en fait. C'est un peu l'idée. Et donc voilà, explosivité. Le dribble n'est pas encore totalement fonctionnel, mais pour moi, c'est un peu le jour et la nuit par rapport à sa première année, tu vois. Le dribble permet d'utiliser l'explosivité, là où avant, le ballon le gênait, quoi, presque. Le ballon le ralentissait, donc on pouvait pas exploiter ce côté vitesse. La vitesse et l'explosivité, pardon, qu'on retrouve aussi en finition, tu vois, c'est assez vertical aussi, donc il est pas hyper solide, mais je trouve qu'il y a des fois où déjà, il arrive tellement vite que il y a un contact, il y a faute, quoi, grosso modo, où c'est difficile à appréhender. Et puis juste parfois aussi un aspect de en l'air, arriver à trouver une solution en l'air, quoi. Même si de base c'est pas académique, mais trouver une solution en l'air. Le problème du profil, c'est qu'en fait il prend 40% de ses tirs, donc pas la moitié mais pas loin, à 3 points, et comme tu dis, il est pas efficace. 31% d'efficacité sur quasiment la moitié de tes tirs. Voilà, c'est comme ça qu'au final on se retrouve avec une efficacité générale sous la moyenne, hein. Il n'y a pas de surprise. Mais je dirais pas que c'est un non-shooter, hein. T'as parlé des trucs de catch and shoot, en effet. Je vais parler d'autre chose, les longs tirs de points. Et peut-être qu'il fait aussi partie de ces mecs qui ont une portée de tir pour l'instant un peu limitée, et la portée ne va pas encore jusqu'à 3 points, mais à 2 points, 47% cette année, c'est excellentissime, 47%. Les longs tirs de points, on estime qu'autour des 40, ça commence à être cool, vraiment rentable et très cool. 47, 50, etc. Ces zones Durant, SGA et ces trucs-là. Et en fait, c'est pas du tout une anomalie. Il est à 45 en carrière, 45% en carrière sur les longs 2, sur plus de 300 tentatives. Donc ça, j'aime bien aussi, tu vois. Et je me dis, peut-être qu'il fait un peu baisser le tout à cause de ses pull-ups à 3 points, qu'il ne le maîtrise pas encore totalement. Mais en fait, on a un mec qui est driver et qui a un pull-up. Manque un peu peut-être le passing pour le rêve rapide de All-NBA ou de quoi que ce soit. Mais tu vois, on en connaît des joueurs comme ça, hein. Alors, il y a on peut faire une échelle entre le Norman Powell, hein, scénario médian ou même pessimiste, ou carrément Jaylen Brown, tu vois. Jaylen Brown, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est-à-dire, il y a du jump shot, il y a du drive, et encore drive moins efficace, mais Jaylen Brown est un peu l'exemple d'un All-Star qui n'a pas forcément un passing et une création pure de haut niveau. Et je pense que Jaylen Brown, à peu près tout le monde l'aurait dans son top 25, top 30 NBA facilement, quoi. La majorité, en tout cas. Pas Azad, mais non, mais tu vois, il y a de quoi faire, quoi, je trouve. Et encore une fois, pour ça que tu draftes du talent pur, c'est que c'est pas parfait, mais c'est quand même cool, quoi. Ouais, c'est sûr. Et pour le coup, il y a rien un truc qui, tu vois, sur le côté, il peut s'adapter en l'air. C'est aussi parce que c'est un joueur qui, je trouve, a une des plus grosses juste détentes verticales de NBA, quoi. Il me donne vraiment l'impression de voler. Je crois qu'il y a une action pendant sa saison rookie où il tire un lancer franc, il rate le lancer franc et littéralement il saute au-dessus de tout le monde, quoi. Et il va récupérer le rebond. C'est assez fou. Et en fait, je suis amené à penser qu'il faudrait qu'il mixe Scoot Henderson et Shaedon Sharpe. Ça ferait un super joueur de basket, franchement. À ce moment-là, il faut aussi mixer Hansen et Klingan. Alors, comme ça, t'es sûr que tu vois, t'as le pivot du futur, quoi. Mais non, mais alors, est-ce que vu que moi j'avais donné le surnom Flubber à Zaire Smith, mais qu'il n'est plus en NBA, on pourrait peut-être lui donner à Shaedon Sharpe. Mais je me dis que tu n'as peut-être pas la référence Flubber, peut-être. Mais je crois que. Je crois que je t'ai déjà saoulé avec, non? Non, tu me l'as déjà expliqué, et que tu voulais aussi. Enfin, t'avais dans ta shortlist des Flubber 2.0 après Zaire Smith, Jalen Green aussi, qui est un peu. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, ouais. Mais effectivement. Si c'est juste un mec qui donne l'impression de voler et de marcher sur l'air, Shaedon Sharpe, ça me va très bien aussi, hein. Mais alors, tu vois, intéressant. Jalen Green, Shaedon Sharpe, dans 5 ans, qui est forcément le meilleur joueur. Green, pour l'instant, a eu plus de volume, etc.
j'exclus pas que Shaedon Sharpe puisse un peu atteindre ça. Alors, encore une fois, il n'y a rien qui est fait, il est encore très jeune, il y a des défauts du profil, mais tu vois, je m'étais aussi noté ça. Les lancers francs, ça augmente un peu. Il y a le toucher de balle qu'on connaît, il y a l'explosivité, donc il y a quand même beaucoup de trucs. Agressivité, explos, toucher de balle, 25% d'usage, handle qui progresse, 25% d'usage, efficacité correcte, sans surchauffe à 3 points. Tout ça à 21 ans. Bah c'est cool quoi. Moi je trouve ça assez cool. Donc j'étais pas du tout conquis par le profil de base, mais exactement. Mais il y a vraiment pas mal d'indicateurs qui vont dans le bon sens et je pense que voilà, faudra voir avec finalement le côté est-ce que le handle continue de se confirmer, est-ce que le jump shot continue de enfin finalement où est l'anomalie aussi sur le jump shot, on sait pas quel est son vrai niveau de shoot. Je pense que c'est un bon shooter, mais est-ce que ça peut être un très bon shooter comme Zach LaVine justement, ou est-ce que c'est plus un shooter un peu moyen? Ça va déterminer pas mal de trucs aussi, mais tu vois, je trouve aussi, encore une fois, juste quand je pense purement à la théorie de cette équipe, je me dis il manque d'un joueur peut-être en catch and shoot pour les drives de Scoot Henderson et Deni Avdija, ça peut être lui. C'est un joueur qui finalement a un peu de mal sur créer la séparation avec le dribble, même si ça a progressé, et peut-être sur des jeux de main à main, avec Hansen Young et surtout avec Donovan Clingan, il y a des fois où ça marche vraiment pas mal. Ça peut être cool, et je trouve que finalement pour lui, le reste de l'effectif est pas si mal en fait, est vraiment pas si mal, et oui, finalement je sais pas où est son niveau de shoot, mais comme dit, même il y a un truc assez simple, mais il a des vrais sets de shooters aussi, je trouve, par moment à Portland, ou en tout cas des débuts, et après soit sortie d'écran il curl, soit il shoot, mais voilà, je pense que en fait au début tu te dis je sais pas trop, mais en fait je trouve que elle est un peu passée sous les radars quoi, sa saison. Oui, après une année dernière où il a fait 32 matchs à peine, on savait pas quoi faire, une année rookie qui était logiquement un peu décevante, qui était timide on va dire, hormis highlight, mais ouais, mais tu vois, même au panier, il est à peine 48% de ses paniers au cercle sont assistés. Donc tu vois, c'est pas genre il est à 74% au panier ou 71, je sais pas combien on a dit, parce qu'il y a que des cuts, il y a que de la transition, il y a que des ramasse-miettes un peu assistés. Voilà, à peine la moitié de ces paniers sont assistés au niveau du cercle, et je suis en train d'essayer d'aller regarder si je peux y arriver en 2 clics. 48%, qui est-ce qu'on a autour des 48? Tu vois, on a des créateurs comme Brandon Ingram, Jaren Jackson qui fait une top saison au drive aussi, Antetokounmpo aussi auto 48, De'Aaron Fox, Jalen Williams, tu vois. Pour dire un peu le niveau quoi, le niveau, pas le niveau de jeu, le niveau de répartition assisté versus non assisté. Jamal Murray aussi est par là, Austin Reeves, LeBron James d'ailleurs 47. Enfin bref, tu vois un peu l'idée quoi. C'est pas il est efficace au cercle, mais parce qu'il y a que des cuts ou des drives où il y a juste à faire 2 dribbles et aller au panier. Je trouve qu'il y a un peu plus, mais voilà pour le cas fascinant de Shaedon Sharpe qui est pas encore totalement fait, mais on est quand même assez intrigué. Tiens, on a passé beaucoup de temps, donc je vais aller plus rapidement, moi, sur ma 4e stat du jour. 37,5. Voilà, 37,5. C'est le pourcentage à 3 points, de Toumani Camara. Je vais pas en faire plus, si ce n'est de dire que ça reste le point de bascule, parce que le profil est finalement assez simple à dépeindre. C'est-à-dire qu'on a un défenseur qui est assez exceptionnel. Alors, 7 sur 10 on-ball, pas 10 sur 10, mais 7 sur 10, 8 sur 10 on-ball, mais qui est surtout quasiment 10 sur 10 off-ball, notamment protection de panier. On parle souvent des mecs qui font un dépassement de fonction, les Williams, les Peyton Watson. Je pense qu'il fait un peu partie de cela. Pour moi, Toumani Camara. Enfin bref, la défense est quand même fabuleuse. Cela dit, on sait par ailleurs que la marge de progression n'est pas si grande que ça, mais c'est normal. Il se fait drafter plus vieux. Il a passé pas mal d'années. Je crois qu'il sort de Dayton, je crois, un truc comme ça. Fac un peu petite, mais il me semble qu'il sort de Dayton. Enfin bref, c'est à peu près un produit fini, on va dire, mais c'est pas grave parce que c'est déjà très bien. Et finalement, donc, le point de bascule, ce sera volume et efficacité à 3 points. Parce que ça peut tout changer entre je suis un joueur d'élite, peut-être gadget, mais un joueur d'élite défensivement, ou je suis un vrai titulaire viable en équipe compétitive et playoff, etc. Parce que pour l'instant, tu vois, donc 37,5 à 3 points, j'ai pas senti encore une respectabilité de la part des défenses qui était toujours un peu à l'abandonner, etc. Mais ça vient avec l'âge, je vais dire, ou plutôt avec les années. Tu vois, un mec comme Lou Dort, ça fait déjà 2, 3, 4 ans qu'il commence à enchaîner les saisons à 38-40% sur pas mal de volume.
au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est peut-être plus aussi rentable qu'avant, quoi. Et ça, c'est des conversations qu'on n'avait pas il y a 2-3 ans. Je pense que Camara, ça sera un peu ça à surveiller est-ce que tu as au moins un petit catch and shoot potable, ou est-ce que tu vas rester catégorie Jared Vanderbilt, j'allais dire Stanley Johnson, peut-être pas, mais tu vois, pareil pour Oscar Thompson, où on se dit, il faut un peu d'attaque, sinon ça peut rester joueur gadget, et ainsi de suite, quoi. Et je suis d'accord, parce que au final, tu vois, je trouve même sur le côté passing, c'est pas un joueur qui a vraiment aucun skills balle en main. Tu vois, c'est un joueur qui est capable de faire des bonnes lectures, qui est capable d'être, on va dire, un bon connecteur aussi. Et finalement, tu peux avoir un cocktail, comme tu as dit, avec la défense. Moi, je trouve aussi le volume. J'ai eu un petit bug dans mon micro, donc je sais pas si tu l'as peut-être déjà dit, mais je trouve, tu vois, le volume sur les stunts aussi de Toumani Camara. Ouais, C'est-à-dire vraiment juste la place qu'il prend. C'est assez impressionnant. Et bah, pour le coup, c'est un cas un peu classique de. Ouais, ça change complètement la valeur du joueur entre joueur à 40 minutes en playoff et joueur à peut-être 20-25 minutes, quoi. Ouais, effectivement. Après, tu vois, il le fait cette année sur un bon volume. 4,5 par match, mais il faut un plus gros volume que ça tout de même. 3-4 saisons d'affilée avec un bon volume, bonne efficacité pour que les défenses un peu se disent, bon, c'est plus rentable. Et de l'autre côté, tu vois, je dis vraiment ça en point de bascule parce que je pense pas non plus que, imaginons contexte parfait, il y a un spacing maximum autour de lui et on dit allez, utilisons-le en poseur d'écran qui va rouler au panier. Il a pas non plus ce type d'explosivité et d'impact au panier. Alors il peut le faire, hein, il est quand même grand et c'est un joueur NBA, donc il peut poser un écran et rouler au panier dans un bon spacing. Mais tu vois, même d'un point de vue scouting, on le voit qu'il manque un peu d'explosivité, mais c'est pas grave, il le compense défensivement ailleurs, donc ça pose pas de problème. Mais offensivement, j'ai du mal à le voir autant. Un Oscar Thompson, tu te dis, ah ouais, ça peut être génial de déverrouiller cette valeur-là parce c'est un athlète hors du commun. Autant il n'y a pas ça. Et d'ailleurs, je crois que j'avais noté, ouais, au niveau des cuts, la catégorie des cuts, donc un peu catch and finish autour du panier, il est à peine un point par possession, à peu près. Voilà, on est tout en bas de l'échelle, qu'on est 16e centile de tous les joueurs NBA. Donc on voit bien là son manque de pop vertical autour du panier sur 2 pas, sur 3 pas, ou plus d'ailleurs. Mais voilà, Toumani Camara qui est peut-être en compétition pour une des, si ce n'est la meilleure valeur rentabilité qualité-prix, je pense, en NBA. Et sans doute aussi ce qui a un peu sauvé le trade de Lillard. Parce qu'aujourd'hui, tu es très content d'avoir Camara. Vu l'échec qu'a été Ayton, hein, tu vois, d'Andre Ayton, on l'oublie un peu. Mais à mon avis, on oublie un peu Ayton parce que Camara est arrivé à 2 millions l'année et que c'est déjà un défenseur quasi All-NBA, quoi. Donc voilà, Toumani Camara, pas plus à dire. Le profil est très simple, très fort et très simple. Avançons, je peux te lancer quelle est ta 5e et dernière stat du jour à nous présenter pour ces Blazers 2025. Alors du coup, on en a fait plusieurs qui étaient sur ma liste, ma 5e que j'avais préparée de base, mais j'en avais noté une autre, c'est 35. Qu'est-ce que c'est 35 ? C'est oui, 35, c'est ça, j'ai bien fait mes calculs. C'est le nombre de matchs cumulés, en fait, de Robert Williams et Matisse Thybulle. Et en fait... Est-ce que c'est bien ou pas ? Bah, en fait, pourquoi j'ai pris ça, c'est un peu pour faire aussi la transition avec l'an prochain. J'aurais pu mettre Ayton aussi, qui est que à 40 matchs cette saison. Mais ce que je trouve impressionnant, c'est qu'en fait, Thybulle, grosso modo, c'est un des, si ce n'est le meilleur playmaker défensif de NBA sur, en tout cas, le steal percentage. Il est vraiment, il a des indicateurs stats qui sont, voilà, il est tout en haut presque depuis qu'il est en NBA. Et Robert Williams, pourquoi je l'ai mis ? Parce que finalement, c'est un joueur qui, on va dire, sur les quelques saisons où il a vraiment joué, était un des meilleurs protecteurs de panier de NBA. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de recouper avec les deux grandes forces défensives de Portland. Et du coup, ça fait un truc où je sais pas trop quoi en faire. C'est, en fait, ils ont été très forts sur la création de turnover et sur la protection de cercle sans Robert Williams ni Matisse Thybulle. Grosso modo, hein, parce qu'ils ont joué 15 matchs pour Thybulle et 20 matchs pour Robert Williams. Alors, ça reste des joueurs à compromis. Thybulle, le compromis, il est évident.
C'est pas Toumani Camara 2, mais à peu près, enfin voilà, ça se ressemble, quoi. Et finalement, c'est un côté où, bah, aussi dans un aspect, c'est des assets que tu avais récupérés, et je pense qu'au moment des trades, on était tous en mode ah, c'est intéressant d'avoir Matisse Thybulle pour pas très cher, c'est un asset qui a de la valeur, tu vas pouvoir le remettre quelque part. Robert Williams, à peu près pareil, et finalement c'est un peu aussi pour dire que bah ta rétention de valeur, pour le coup, elle s'est peut-être un peu mal passée cette saison, mais d'un autre côté, c'est des joueurs qui peuvent encore venir renforcer tes forces, mais aussi bah pas combler tes faiblesses l'an prochain, parce que ce sera presque des recrues, quoi. S'ils jouent, après est-ce qu'ils sont comptés dans les plans, ça j'ai un peu moins d'idées, je t'avoue. Tu te moques un peu de la rétention de valeur ou le manque d'eux. Je te signale qu'au moment où ce podcast va être publié, ils seront peut-être aux Lakers. Hein. Oui. C'est ce qui pourrait c'est ce qui murmure. Hein. Le côté contre LeBron. Non, pas contre LeBron, mais contre effectivement contre genre il y a du Gabe Vincent, il y a du Maxi Kleber qui sont les deux autour des 11 millions. Il y a aussi Vanderbilt d'ailleurs. Mais voilà, on sait que Luka Doncic aime bien sa menace de lob. Thybulle, ça fait de la profondeur au moins défensive. Mais non, mais tu fais bien de parler de ça. Moi, d'ailleurs, en parlant de rétention de valeur, tu sais pas, je fais parfois la blague de revendre en pièces détachées. Le problème, c'est que c'est un peu vrai pour eux, tellement ils sont blessés, quoi. C'est presque, c'est presque littéralement revendre en pièces détachées, malheureusement. Ouais. Non, mais Thybulle, je trouve que c'est un excellent exemple de ce qu'on dit, c'est-à-dire sur Toumani Camara, je veux dire, le point de bascule de l'attaque et du shoot. Ah oui, oui. Parce que sinon, t'es un joueur gadget. Alors, malheureusement, on n'y pense pas en 2025, là, parce qu'on sort de 2 saisons où il était plus là. Mais c'était un peu le mec, illustration parfaite de ça, quoi. Vanderbilt, Matisse Thybulle, c'est vrai qu'ils sont élites, même all defensive, en qualité de minutes, enfin par minute passée sur le terrain, mais qui sont pas assez forts offensivement pour être viables des deux côtés du terrain, quoi, en un sens. D'ailleurs, je crois qu'il avait été élu All-NBA, Thybulle, il me semble, en jouant 20 minutes par match, il y a 2-3 ans. Defensive team, tu veux dire ? Oui, pardon, oui, defensive team. Ouais. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas de mémoire. Je suis presque prêt à mettre ma main à couper, hein, pour le coup. Mais ce qui est, ah oui, defensive second team, 2 fois de suite en plus, hein. Et 20 minutes par match. 21 et 22. 21 et 22. C'est quand même fou. Mais c'est intéressant parce que ça recoupe complètement ce que tu dis aussi sur le côté, bah en fait, les pourcentages, ok, très bien. Mais Thybulle, il a fait des saisons aussi à 36-37%. En voilà. 2023, il joue 71 matchs, il est à 36,5%. Et en 2024, il joue 65 matchs, il est à 34,5%. Donc, grosso modo, la moyenne. Mais je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que c'est un joueur qui n'a jamais été respecté et qui a peut-être jamais eu de close-out de sa vie, quoi. De close-out attaqué de sa vie, quoi. Donc ça fait partie du jeu, mais ouais, c'est sûr que c'est un joueur qui, défensivement, est peut-être encore plus unique, j'ai envie de dire, Thybulle, tellement son style aussi est un peu différent, quoi. Tu vois, c'est un mec, si t'as une série contre les Warriors, bah tu le sors contre Stephen Curry et tu t'acceptes le compromis offensif largement, ouais, parce que c'est tellement un difference maker, pardon, je fais mon Shakespeare, mais enfin le navigateur d'écran hors pair, playmaking défensif. Alors sans doute moins force que ce que les gens pensent en défense on-ball pure et dure, tu sais, de 1 contre 1, de voilà, Steph Curry qui le prend 1 contre 1, je pense qu'il y a des fois il peut le dépasser, il peut un peu le mettre dans le vent. C'est pas parfait, c'est un des meilleurs playmakers défensifs qu'on ait eu en NBA depuis quelques années, ça c'est sûr, pour le coup. Et je crois qu'il y avait une vidéo de Ben Taylor qui était très très bien, et c'est peut-être une de ses encore plus vues de la chaîne, qui parle à quel point le profil est unique, à quel point il a des faiblesses, mais à quel point aussi il prend des angles bizarres, mais il fait des paris défensifs que personne n'oserait, mais parce qu'il a tel instinct, telle longueur de bras, telle agilité aussi. Et bon, non, c'est pas fini, il a pris son option, il est pas échangé encore, mais je veux dire, j'ai quand même espoir qu'on le revoie un peu plus en termes de minutage, ou même un rôle un peu plus grand, ou dans d'autres équipes, ou soit aux Blazers, mais comme il est en fin de contrat, il pourrait se faire échanger. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être un juste milieu entre l'époque où il était voté All-NBA en 2021 en jouant 20 minutes par match et même 11e du classement du Depoy, tu vois, et aujourd'hui où c'est personne et tout le monde l'oublie, et aujourd'hui tout le monde dit bah non, mais de toute façon on peut pas le faire jouer, quoi. Je pense qu'il existe un juste milieu de je peux jouer 20 minutes par match ou 25 à Boston, alors Milwaukee c'est nul maintenant, mais voilà, une équipe comme ça un peu compétente, et voilà, j'ai l'espoir. Cela dit, pour Robert Williams, vas-y. Non, mais sur Thybulle, je trouve qu'il y a aussi le côté où
je sais pas, peut-être, je crois que j'avais commencé à regarder, mais c'est une stat qui est un peu en train d'augmenter, tu vois, genre le côté, on en parle de plus en plus, le rythme de jeu. Finalement, le meilleur tir du basket, je crois que vous en avez parlé dans une hebdo, le tir le plus rentable, bah en fait oui, c'est une transition, et donc les équipes cherchent de plus en plus ces transitions. Et finalement, bah du coup, t'aurais tout intérêt à faire jouer le meilleur playmaker défensif là-dessus, Ouais. quoi. Ouais. Effectivement. Et ouais, là-dessus, j'aimerais vraiment beaucoup le revoir, j'avoue. Robert Williams, alors ta stat c'est 35 matchs de Williams et Taiboul en 2025. Robert Williams, on peut même prendre le total de matchs depuis 3 saisons, qui est à 61. Et qui est l'équivalent, enfin même le même total qu'en 2022. Voilà, sa fameuse saison 2022 à Boston, ou sa seule saison titulaire, etc. C'est 61 matchs, et depuis, c'est également 61 matchs. Donc voilà, moi, il n'y a pas plus grand amoureux que moi de ce profil à la draft. J'étais amoureux de Robert Williams, son passing, les qualités physico-athlétiques extraordinaires, les instincts pour de telles qualités, c'est rare. Un début de jump shot en plus à l'époque, un petit fadeaway, enfin bref. Mais là, disons que maintenant, je vais être Saint Thomas, quoi. Maintenant, j'y croirai quand je le verrai, quoi, malheureusement. Mais là, on a un stade de tel problème de blessure que, tu vois, je me dis, si on peut avoir au moins sur les 5-6 prochaines années, une bonne saison, je pense qu'on sera déjà très content d'avoir une bonne saison épargnée par les blessures. Mais ouais, au final, depuis le trade, un peu un non-facteur, pas de niveau de jeu, mais parce que 26 matchs à Portland, quoi. 26 matchs. C'est vraiment triste parce que Ouais. je pense que c'est vite un joueur qui est dur à détester tellement il a des qualités assez déjà spectaculaires pour le grand public, qui met des contres, etc. Mais en plus ultra fonctionnel avec le passing et tout ce que t'as dit, quoi. Au final, je suis même pas c'est vraiment un domaine où pour le coup du coup je suis pas je suis pas un bon analyste parce que je m'y connais pas, mais tu vois, tout ce qui est rééducation, réathlétisation des joueurs, blessures en fait au général, bah moi je prends la blessure, je prends la durée, et finalement je sais pas trop ce qui se passe entre, et je sais pas à quel point c'est dur de revenir de telle ou telle blessure. Mais là de loin, tu vois, en tant que non expert total, bah j'ai un peu l'impression que c'est un joueur qui va jamais s'en remettre, quoi. Malheureusement, même sur un côté explosivité verticale ou même mobilité qui était un peu sa force, je sais pas, j'ai l'impression que c'est que c'est mort, quoi. Je sais pas si tu te souviens, mais il me semble que c'était avec toi qu'on avait fait la preview de la saison 2024. Et il me semble qu'on disait, ou c'était pas avec toi, peut-être, je sais plus, mais enfin moi j'étais un peu dans cette idée de, mais attends, mais les Blazers 2024, les gars, c'est pas une équipe de tanking comme les autres, quoi. C'est pas Charlotte, c'était pas Washington. Il y avait du Brogdon, il y avait du Robert Williams, il y avait Dan Drayton qui venait d'arriver, il y avait Taiboul, il y avait Jeremy Grant, tu vois, exactement. Donc il y avait quand même de la compétence, et c'était pas juste un groupe de jeunes comme une équipe de tanking un peu plus classique où il y a que des jeunes un peu, voilà, qui débutent. Pour moi, Robert Williams faisait un peu partie de cet argumentaire de dire, bah, attendez, non, il y a quand même des joueurs NBA dans cette équipe. Bon, Brogdon, il a arrêté sa carrière, mais il ne l'a pas dit encore. Et Robert Williams, il a arrêté de jouer, quoi. Enfin, je veux dire, il joue plus en termes de blessures, donc ouais, tu vois, ça fait partie de la déception, et même pour le revendre. Là, je pense que s'il se fait échanger aux Lakers ou ailleurs, hein, à la deadline, ou maintenant cet été, c'est vraiment que sur le pari de ce qu'on connaît de lui. Mais il n'y a même pas eu, tu parlais de rétention de valeur, mais il n'y a même pas eu le côté on le repimpe un peu, on le requinque et on le revend un peu plus cher, quoi. Au moins on gagne un truc, quoi. Donc ouais, un peu dommage, un peu triste même, je pense, on peut dire. Tiens, 5e et dernière stat du jour, moi de mon côté je vais aller sur 5,3. C'est un pourcentage, est-ce que ça te parle, 5,3? Alors, qu'est-ce que ça peut être comme pourcentage? C'est un joueur dont on n'a pas encore parlé, donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être soit un pourcentage de bloc, mais ce serait très très haut. Faudrait que ce soit... Klingan, il doit être à 4,5, un truc comme ça, je pense. Mais non, sinon un pourcentage du cap. Non, c'est un pourcentage de shooting foul percentage. Et donc, c'est très très bas. C'est très bas, mais après, ça ne concerne pas non plus un pivot. Ah si, pardon, c'est DeAndre Ayton. DeAndre Ayton qui était cette saison à 5,3% de shooting foul percentage. J'explique. Shooting foul percentage, SFLD sur Cleaning the Glass. Le combien de fois, pourcentage de fois où tu subis ou provoques une faute sur une tentative de tir. Pas en général, mais sur une tentative de tir. Donc c'est pour essayer de capturer vraiment la provocation de faute.
Et l'échelle des valeurs, puisqu'on ne les maîtrise pas, on les manipule pas tous les jours, ça va entre 4-5% pour les plus mauvais, jusqu'à 22, 23, 25% pour les meilleurs pivots. Voilà l'échelle de valeur, et donc 5%, 5,3 pour Ayton. Voilà, c'est catastrophique, et c'est un peu le truc qu'on connaît de lui de d'habitude. Je crois qu'il y aurait des stats un peu marrantes. Je me demande si l'an passé, j'avais pas pris genre, bah tiens, il a fait 50 lancers francs sur toute la saison. C'est un peu c'est la caricature, hein, mais c'est Ayton qu'on connaît qui est comme ça depuis toujours malheureusement. Et bon, resserrons autour des bigs notamment, parce que voilà, ce pourcentage pour un Sam Hauser par exemple, c'est pas choquant. Le mec, 95% de ses tirs, c'est 3 points. Les 3 points, en général, il n'y a pas de faute, à part une faute sur un 3 points de temps en temps. Mais voilà, c'est pas choquant. Là, c'est choquant, c'est un peu plus pertinent même et notable que c'est à propos d'un pivot. Et donc, seulement sur les bigs, il n'y a qu'un seul big qui fait pire. Non, il y a deux, pardon. Deux bigs qui font pire en termes de provocation de faute. Il y en a un, il s'appelle Al Horford. Et en fait, il fait que du pick and pop aujourd'hui, Al Horford. Donc, ça s'entend qu'il n'aille pas au panier et donc il n'aille pas provoquer des fautes. Et puis le deuxième, d'ailleurs, il y a Portis aussi qui est un peu autour. Mais le deuxième, c'est Aldama. Et Santi Aldama, c'est un peu pareil. C'est plutôt un profil pick and pop. Donc bref, t'as compris, c'est toujours le même problème avec Ayton. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on nous vend dans la vitrine. Regardez, 7 pieds de haut, 7 pieds 4 ou 6 même, 7 pieds 6 d'envergure, très costaud. Et effectivement, même à 18 ans, il était costaud et très mature physiquement. Le problème, c'est ce qu'il y a dedans, quoi. C'est le processeur, c'est le logiciel, et c'est le fait qu'il n'attaque jamais le contact, il ne l'a jamais fait. Voilà, donc c'est un peu la déception, et tu vois, c'est ce qui fait que c'est quelqu'un qui a des qualités de verticalité qui sont élites, pas en explosivité pure, mais en termes il est quand même assez explosif, plus la taille et les longs bras, et il est à 74% d'efficacité au panier, mais il n'est pas élite en termes de roll man, en tout cas pas l'an passé, mais parce que parfois quand tu roules au panier, il y a du monde dans la raquette, donc il faut aussi oser attaquer le contact, et donc lui il le fait pas, donc c'est un peu le problème. Bref, tout ça n'est pas nouveau. Cela dit, il y a un autre aspect. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur l'attaque, mais sinon j'enchaîne aussi avec une autre stat qui était aussi intéressante. Sur la défense. Et sur la défense, figure-toi qu'en termes de perte d'efficacité qu'il inflige au panier, lorsque lui est dans la zone du panier, il inflige une perte d'efficacité en moyenne à l'adversaire de moins 6,1. Et c'est un très bon score. En tout cas, c'est pas un score d'élite. Les meilleurs sont moins 10, moins 11, moins 12, Klingan, moins 13, voilà, les tout meilleurs de NBA. Mais c'est pas mal, et c'est son meilleur score au niveau de la perte d'efficacité infligée au panier depuis 2022, voire même 2022, il était légèrement en dessous, enfin bref, dans les mêmes eaux à peu près, et techniquement, si on prend l'1,, près, depuis 2021. Et donc en fait, on a un peu ces 2 années passées à Portland où c'était cata. Le contrat a été racheté parce qu'on a appris qu'en plus du niveau de jeu, il n'y avait pas l'envie. Il arrivait tout le temps en retard aux entraînements, il prenait pas les vols parce qu'il arrivait en retard. Donc voilà, ils l'ont coupé pour ça, et de toute évidence, le divorce a été consommé même plutôt. Ok. Cela dit, je pense que il a tout de même également fait partie un peu du renouveau de la deuxième partie de saison, mine de rien, avec le pick and roll qu'on a expliqué, pick and roll offensif, et quand il y a du spacing et que tu l'envoies ou alley-oop ou roll, c'est pas mal. Et puis pour la défense, quoi. Tu vois, la défense, on retrouve un peu ce que je défendais moi à l'époque, c'est-à-dire la version de Phoenix de Ayton, qui était un défenseur très loin, pas du tout Gobert, pas du tout Wemby, ce genre de truc, mais qui est un défenseur quand même assez solide, notamment au panier, parce que grand, très long, costaud au panier, et même s'il n'y a pas les petits automatismes, tu vois, les petits pas de côté, la précision un peu scientifique de la protection de panier, réactivité non plus, mais c'est quand même pas mal, quoi. Tu vois, c'est 7 sur 10, c'est pas 10 sur 10, ça peut être 6 ou 7 sur 10. Et je trouve ça assez notable que dans cette deuxième partie de saison où la défense a quand même été bien meilleure, et notamment au panier, on retrouve aussi un Ayton qui retrouve de bons pourcentages au panier, donc c'est plutôt l'inverse, c'est peut-être l'œuf ou la poule, mais je pense que Ayton a aussi participé à cette bonne fin de saison, donc ok, on est passé à autre chose, mais mine de rien, cette saison était quand même un peu meilleure que l'année catastrophique de l'an passé. Ouais, complètement. Et c'est un peu le maître du panier, ou en tout cas que d'un demi. Ça aurait pu être un demi finalement, ta stat aussi. Oui. il maîtrise le panier, mais que d'un côté, ou que à moitié. Et du coup, pendant que tu parlais, je suis allé voir les joueurs qui ont le même free throw rate plus que lui. Ouais. Donc,
ça m'a vraiment, il a moins que du coup que Brandon Podziemski, il a moins que Dalton Knecht, il a moins que des joueurs comme ça, que Patty Mills par exemple, il a moins que Patty Mills. Il a moins que Bogdan Bogdanovic, il est à peu près au même niveau que TJ McConnell, que des joueurs comme ça, et que Bub Carrington aussi, qui est quand même à peu près tout sauf un joueur qui attaque le contact, mais il est quand même bien mieux que Mikal Bridges, mais c'est peut-être pas le sujet du jour. Non, mais tu vois, l'an passé, 79 lancers francs en 55 matchs. Cette année, 60 lancers francs tentés en 40 matchs. Voilà. Je pense aussi que on peut espérer un Ayton un peu moins caricatural. Ce qui est marrant, c'est d'ailleurs qu'il est pas non plus. Il avait un peu des rêves de créateur. À l'époque, il réclamait un gros contrat pour ça, etc. Finalement, il n'a pas été tant que ça non plus à Portland. Il y avait un peu ce truc de Mike Schmitz qu'il adorait en termes de scouting à l'époque où il était à Draft Express. Maintenant, il est dans le front office des Blazers. On savait, moi je me souviens de Mike Schmitz à l'époque, je savais qu'il aimait beaucoup. Donc, ils sont allés le chercher, et peut-être pour de la création. Tu vois, au final, ça n'a pas du tout marché, quoi. C'est un mec qui était à 75% de panier assisté depuis 2 ans. Ben, en fait, on est un peu en dessous, mais on est quasiment au même niveau que les années à Phoenix où il était un peu le joujou de Chris Paul, quoi. Donc en fait, on n'a même jamais eu ce côté, allez, on te passe au révélateur, t'as envie d'être créateur, tiens, prends des ballons, fais des post-up. Donc ouais, c'est peut-être décevant pour lui, décevant pour la franchise aussi des Blazers dans un sens. Il est peut-être temps de se dire au revoir, c'est ce qu'ils ont fait. Et voilà, moi je retombe un peu sur mes pattes, c'est-à-dire qu'offensivement, j'espère que lui va retomber sur ses pattes du rôle offensif, d'arrêter d'avoir de trop grandes ambitions et velléités offensives et redevenir un peu, cette fois le joujou, non pas de Chris Paul mais de Luka Doncic. Mais le point clé, ce sera aussi la défense, tu vois. La défense de 2024, voire même de la fin à Phoenix en 2023, non merci, quoi. Par contre, la défense du run de playoff 2021, quand ils vont en finale, et la défense de 2022, où ils font 60 victoires, ou plus, je sais plus. Voilà, ça oui. Ça, c'est cool. C'est pas 10 sur 10, mais c'est quand même un solide 7 sur 10. Donc ça, j'ai hâte de voir si ça peut redevenir aux Lakers. Voilà pour le bilan de DeAndre Ayton. Je pense qu'on a été assez complet sur lui en se moquant de ses lancers francs. Mais bon, c'est de bonne guerre en même temps, pour le coup. C'est de bonne guerre. On a fait nos 10 stats. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas abordés, dont tu voulais un peu dire 2 mots, ou est-ce que tu as des stats un peu bonus en fin de podcast pour cette équipe des Blazers? On a fait un bon tour, mine de rien. Ouais, finalement, on a fait un bon gros tour. Moi, il y a Sidi Sissoko qui a joué genre un match là-bas que j'aime bien, mais qui arrive en échange. Je crois qu'il est reparti en plus, non? Ou attends, il est pas allé à Sacramento, ouais. Oui, c'est ça. Effectivement. Mais qui a joué genre un match. Et non, je pense que il y a celui dont on n'a pas parlé, c'est Jeremy Grant. Mais j'avoue que c'est pas le profil qui m'inspire le plus, on va dire ça comme ça. Et il y a Duopris qui est cher à FD. Je suis désolé de ne pas avoir parlé du maître du pick and pop Duopris. Duopris, le pivot je crois qu'il est du Soudan, mais qui joue avec l'Australien, il me semble que c'est un truc comme ça. Sud-Soudan, ouais. C'est ça. Espèce de joueur hipster, de rookie de 28 ans l'an passé, qui mettait un peu de pick and pop, mais bon, il y a eu moins de place cette année, on va dire, qui était le chouchou de FD, effectivement, mais moins de choses à dire pour lui cette saison. Il a 10 minutes par match, contrairement à l'an passé où il était à 18 ou 20 par match. Donc voilà, c'est vrai que Jeremy Grant, on n'a pas parlé. J'ai pas eu tant de choses que ça à dire, si ce n'est que pour moi, il a un peu participé à cette bonne défense des Blazers, mais tu vois, offensivement, on retrouve un rôle de plus en plus sobre et c'est pas plus mal, quoi. Le truc notable, c'est que malheureusement il a pas shooté si bien que ça à 3 points. Tu vois, on parlait du spacing des Blazers qui était le pire de NBA ou pas loin, un des pires en tout cas. Bon, Jeremy Grant, c'est quand même un shooter calibre 40% depuis pas mal de saisons maintenant, depuis 4-5 ans même, peut-être un peu plus. Pas sur des volumes énormes, mais tout de même c'est un vrai bon shooter. Là il était à 36. Un peu dommage pour le coup, mais même en termes de volume de points par match, on en parle rarement des points par match, mais tu vois, il est passé de 21 à 14. Je pense que là aussi, l'équipe, il y a un shift de focus, quoi. On a réorienté l'équipe vers les jeunes, développement des jeunes, etc. Et donc je pense que lui, il pourrait être échangé, mais le problème, c'est le contrat. Mais effectivement, rien de notable à dire sur lui. Ryan Rupert aussi, d'ailleurs, qui est dans cet effectif, Ryan Rupert, qui a fait 52 matchs, mais pas non plus un temps de jeu si fou que ça.
Il a combien? Même pas 500 minutes sur la saison. Bon, il a quel âge? 20 ans, 21 ans. Ouais, il vient de faire 21 ans. On s'inquiète pas encore, mais disons qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la main cette saison. Et non, Delano Banton, est-ce que le closer, le rôle de closer qu'avait inventé Billups pour lui, il joue pas du match. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. J'ai vu des conversations Twitter très marrantes de fans de Blazers US, où quelqu'un qui était triste de son départ, ça y est, c'est fini, il a été coupé et tout, et quelqu'un réagissait en disant ouais non, finalement c'est pas tant que ça, hein. C'est pas si décevant, et la réponse du mec c'est attends, franchement sans lui il y a un match qu'on gagnait pas l'an passé. J'ai trouvé très marrant cette réponse, mais non, mais voilà, là encore un projet plutôt hipster, on va dire, Banton, donc catégorie de joueur quand même très en dessous, mais qui a fait sa petite saison, on va dire, moins que l'an passé, mais voilà, petite saison, mais pas grand chose à dire non plus. On passe à autre chose. J'avais quelqu'un d'autre en tête, mais je ne sais plus. Si, donc Chris Murray, on a pas parlé un peu de Chris Murray, mais déjà 24-25 ans, je crois, hein, pour le coup, Chris Murray. On est plutôt pessimiste sur son futur ou pas? Oui. Parce que ça joue pas des tonnes. Est-ce que ça joue pas des tonnes et que pour le coup, on est sur un joueur qui est quand même relativement très très inefficace, quoi. Vraiment pour le coup. Alors ça c'est un concept. Le relativement très très inefficace. Je crois que t'as inventé un concept là. Ouais, je crois qu'il est trop tard surtout. Je crois que Chris Murray ne m'inspirait pas grand chose, si ce n'est l'inefficacité. Non mais c'est un peu l'idée d'un role-player en fait. Un draft d'un role-player plus vieux, mais sauf qu'au bout de 2 saisons il a toujours pas joué, pas trop de place en NBA en tant que role-player, et comme tu dis 3 points qui rentrent pas, 25%. Ouais, c'est un problème. Mais ouais. Tu vois, je suis moins inquiet pour Ryan Rupert qui a 20 ans, encore pas trop joué, que sur Chris Murray qui en a 25, quoi, pour le coup. Mais voilà. Je pense qu'on arrive au bout, sauf si tu veux absolument parler de Bryce McGowens, mais sinon on peut conclure ce podcast bilan avant que tu continues d'inventer des expressions vu qu'il est trop tard. Mais voilà pour le bilan. En tout cas, merci beaucoup Baptiste d'être passé pour nous parler des Blazers 2025. Eh bien, merci à toi. C'était inattendu. Mais c'était très cool, donc c'était très très cool, et puis j'espère que ça aura plu aux auditeurs autant que ça nous a plu, ou ça m'a plu de le faire tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, avec, mine de rien, une équipe qui était intéressante, hein, qui est devenue intéressante sur la deuxième partie de saison. Enfin, les jeunes pousses des Blazers qui ont commencé à gagner des matchs avec un coach qui s'est révélé également, et je pense qu'on va continuer un peu à suivre cette équipe avec le retour de Lillard, bon, pas pour 26 mais pour 27. Je roule l'idée, il faudra voir aussi qu'est-ce qu'ils en font au niveau des assets, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on s'en débarrasse pour obtenir d'autres assets en plus, mais je suis assez enthousiasmé par la fin de saison 2025, donc hâte de les revoir en 2026 avec peut-être même des progrès de Klingan, des progrès individuels de Scoot Anderson, etc. Et donc, la prochaine fois, on va se retrouver demain. Demain, ce sera le bilan, un nouveau bilan, le bilan du Miami Heat. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Baptiste d'être passé sur le Basket Lab, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.